Qu'en est-il de tous ces scientifiques qui disent, qui étudient la calotte glaciaire, qui voient que ça fond à vue d'œil, qui disent que ça s'est accéléré? Cette espèce de faux consensus fonctionne en soustrayant tous ceux dont des sommités, des prix Nobel, les sommités dans leur domaine, on les fait taire. Ça peut être très mal vu, supporter Trump. Tu sais, c'est l'équivalent de dire que tu supportes Hitler. Les gens commencent à voir qu'il y a un problème avec les élus, il y a une grogne dans la population. Donc, quand tu disais qu'il y avait un déficit démocratique, tu devenais une menace à la démocratie. À l'ère de l'information, tout acte de violence renforce l'État. Quand tu vois que c'est malhonnête et que ça s'en va vers de la tyrannie, là, à un moment donné, il faut réagir. S'il y a un nom qui pourrait s'apparenter à celui de Voldemort au Québec, c'est celui d'Alexis Cossette-Trudel. Oh mon Dieu, je l'ai dit, je l'ai nommé. Pire, je l'ai reçu à mon balado. Avant que vous partiez en peur et que vous commenciez à m'écrire pour me dire « Hello, à quoi t'as pensé? Pourquoi tu fais ça? C'est un indésirable, il ne faut pas parler à Alexis Cossette-Trudel. » Honnêtement, ici, à mon balado, je tiens à ouvrir le dialogue. C'est le but de tout ce que je fais. Et si j'ai reçu Alexis, c'était justement pour qu'on s'éloigne du personnage de la sphère publique et qu'on se rapproche de la réalité, soit de la vraie personne. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Je voulais comprendre qui il était vraiment. Parce que oui, on a tous fini par être teintés de ce qu'on a entendu dire sur lui et vraiment, je trouve ça totalement anormal que dans une société libre et démocratique, il puisse y avoir des personnes qui soient dépeintes de façon aussi radicale alors que leurs faits et leurs actions ne sont pas ce qu'on leur reproche. Ce qui est le cas de Alexis. On peut lui reprocher bien des choses, on peut lui reprocher d'être en colère, d'être fougueux, d'être passionné, de prendre pour Trump. Mais il a les arguments pour défendre ce qu'il fait, ce qu'il dit, et c'est pourquoi je l'ai reçu aujourd'hui. Je pense que c'était une discussion nécessaire, une discussion passionnante. J'en ai appris beaucoup. Oui, bien sûr, il y aurait tant à dire sur tout ce qui est de la politique américaine. C'est un dossier extrêmement complexe, surtout avec l'angle qu'il aborde. Je vous recommande de vous référer à ses web-journaux si vous voulez mieux comprendre l'ensemble des données qu'il nous présente ici. Mais vraiment, j'espère que vous aurez les oreilles pour écouter ce qu'il a à dire, sortir de vos préjugés, enlever vos lunettes de jugement et juste écouter un autre être humain discuter avec moi. Alex, tu as ton crayon? J'ai pris mon arme. Ça vient. C'est ça. Il y a eu un choix de crayon. Il a choisi son crayon. On va-tu t'entendre cliquer tout le long? Là? Peut-être. OK. Je vais t'en parler si tu le fais. Je vais te dire de te calmer le pompon. OK, c'est un grand moment. Alexis Cossette-Trudel, t'as été demandé vraiment très, très fortement par mon auditoire. J'avais demandé aux gens qui vous aimeriez que je reçoive. À date, j'ai reçu déjà pas mal de monde. Nancy Meggs, il y avait du monde qui était un petit peu moins controversé que toi. Là. La sourcière, elle a fait de l'autosuffisance, c'est soft. J'ai reçu récemment Geneviève Chartrand qui parle du microbiote. Ça aussi, c'est assez soft. Et Alexis Cossette-Trudel, toi, tu es comment je pourrais te décrire? Un espèce d'électron libre qui a été dépeint au Québec comme une menace pour le public. Ouais. Puis c'est pour ça que je veux m'asseoir aujourd'hui et parler avec toi, parce que premièrement, je te suivais avant 2020. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été aussi impactée négativement par les choses qui se disent de toi, parce que je te suivais. Puis je me disais, c'est pas Alexis Cossette, calmez-vous, là. Tu sembles quelqu'un de très raisonnable, très intelligent, très, très analytique. Et donc, j'avais envie de prendre le temps de m'asseoir aujourd'hui pour qu'on comprenne t'es qui, toi, Alexis Cossette-Trudel, pas juste le nom qui fait vraiment hérisser le poil sur les bras de ceux qui écoutent TVA, mais la personne... Parce que c'est déjà un personnage très intéressant. On va parler de ta famille. Oui. En fait, je suis tellement plate dans ma vie quotidienne, les gens ne comprennent pas ça. Là. Je suis extrêmement routinier, casanier, je vis comme un moine. Les gens le savent, j'ai plein d'invitations à gauche et à droite, j'y vais jamais. Je suis vraiment... merci d'avoir accepté. Oui, ça fait plaisir. Et puis, c'est ça, je suis très, très, très ordinaire dans ma vie quotidienne. En fait, je suis bien plate, c'est ça. Il y a ça aussi, oui. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il y a son crayon. OK, mais avant qu'on commence, pas avant qu'on commence, on va commencer en faisant le portrait. Avant même que tu sois dans la sphère publique, tu pars, comme on dirait en bon québécois, avec 2 strikes, parce que tu as une famille particulière. Je vais peut-être l'annoncer à certaines personnes, mais ton père et ta mère étaient de la cellule Libération, qui ont participé à la crise d'octobre, la fameuse crise d'octobre. Et pas juste loin dans l'implication, ils ont contribué à séquestrer
James Richard Cross, qui était une des 2 personnes qui a été enlevée là, dans les prises d'otages. L'autre, on connaît mieux Pierre Laporte parce qu'il est décédé. Mais donc, tes parents ont été exilés. T'es né en exil à Cuba. On a déjà comme... Et en plus, c'est pas tout ton oncle et celui qui a écrit le manifeste, si j'ai bien compris. Je sais même pas. Je me suis tellement pas intéressé au FLQ. Pour vrai? Ouais. OK, fait que malgré le fait que t'es né d'une famille du FLQ... Ouais. Ben, moi, tu t'es dissocié des positions. Je me suis pas dissocié, mais ça n'a pas été... moi, j'ai grandi, c'était une famille ordinaire quand j'ai grandi. Là, il n'y avait pas ce thème-là. Il en était revenu, finalement. Oui, c'est ça. Ils voulaient tourner la page. Quand ils sont revenus au Québec, ils voulaient tourner la page, puis élever une famille ordinaire. Puis, c'est ça. Puis, fait que leurs idéaux qu'ils avaient portés par rapport à libérer le Québec, c'était pas... Ils sont toujours... surtout mon père, là, je pense qu'ils étaient toujours souverainistes. Mon père est toujours resté souverainiste, etc. Mais... oui, il y avait cette volonté chez mon père en fait, de réhabiliter le nom. Tu sais, il a travaillé à la série Une révolution tranquille. Je pense qu'il a scénarisé ça ou quelque chose comme ça. Et tu sais, c'est ça. Il s'est dit qu'il y avait, il y avait cette volonté de tourner la page, de réhabiliter le nom, etc., de repartir à nouveau, tout ça. Et puis, j'ai pas été élevé là-dedans. Moi, c'est surtout les personnes à l'extérieur qui m'en parlaient. Tu sais, quand j'ai milité au PQ, puis tu sais, c'est les ministres et puis les députés qui... Trudel! Oui, ils m'en parlaient. Voilà. Oui, c'est ça. Le nom reste quand même... Le nom reste un peu, oui, c'est ça. Surtout quand c'était les années 90-2000, quand c'était plus récent. Là. Puis ton grand-père était aussi impliqué dans un mouvement... le Parti de l'Unité nationale, qui était considéré comme... En tout cas, qui a eu des prises de position en faveur du Parti nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et de la monarchie. C'était des monarchistes britanniques. Ah, pour vrai? Oui, donc, le contraire de souverainiste. C'était le contraire des souverainistes. Fait que ma mère, ça, c'est du côté de ma mère. Donc, quand ma mère était souverainiste et puis marxiste, lui, ça imagine, ça a comme... on va vraiment taper d'un extrême à l'autre. Oui, c'est ça. C'est le balancier. Et puis, mais c'est ça, c'était des monarchistes fascistes, genre. La monarchie britannique, et puis... OK. C'est quand même le sang qui coule dans tes veines. Et toi, tu es un Trumpiste. Ben, ouais. Alors, au Québec... Je sais pas si on peut faire le lien. Oui, c'est ça. Bing, 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 ça va dans tous les sens. Donc, OK. Quand est-ce que tu as parti Radio-Québec? C'était en début 2018. Ben, je veux dire, j'ai commencé à faire des vidéos. Moi, j'ai écrit une couple d'articles dans Le Devoir au début des années 2000, etc. J'ai arrêté pendant un certain temps. En 2017, j'ai essayé de republier 2-3 articles dans Le Devoir qui étaient comme bien écrits finalement. Et puis, plus rien. J'avais été comme... ça passait plus avant, dans les années 2000, mes articles passaient presque automatiquement. Et puis là, j'en avais écrit 3 d'affilée, puis il n'y a plus rien qui passait. Et puis là, j'ai commencé à... Puis il y a aussi eu le phénomène du journalisme citoyen qui est arrivé avec l'élection de Donald Trump en 2016. Mais là, je me suis dit, j'ai vu le passage de l'écrit à l'image comme une nécessité. Puis j'ai commencé à faire malgré ma gêne incroyable, j'ai commencé à faire des petites vidéos pour me dégêner sur une chaîne YouTube. Là, j'avais comme... c'était vraiment juste de la pratique, il n'y avait aucune... puis après ça, j'en ai fait une autre avec Nomos TV sur la diversité. Puis après ça, là, en janvier, là, j'ai commencé à alimenter ma chaîne un petit peu plus, janvier 2018. Et puis, c'est parti. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a augmenté assez rapidement. Il y avait de l'intérêt. Il y avait pratiquement personne qui parlait de la politique américaine comme j'en parlais. C'était complètement nouveau. Et je pense que au mois d'octobre, j'ai fait une tentative au registraire des entreprises. J'avais 2 possibilités de nom. J'avais Ex-Matrix ou... ou Radio-Québec. J'ai un ami qui m'a dit, prends Radio-Québec parce que ça fait plus institutionnel. Puis si t'attaques, ça fait plus, t'es moins, comment je pourrais dire, c'est plus mainstream. Ouais. J'ai essayé Radio-Québec au registraire des entreprises, puis il était libre. Radio-Québec, c'est passe-partout, c'est tout ça. Ils avaient changé, ils avaient laissé Radio-Québec, puis ils étaient devenus Télé-Québec. Ouais, c'est ça. Puis le nom Radio-Québec était laissé comme ouvert au registraire des entreprises, puis je suis tombé dessus. Puis paf. Tu ne fais pas du passe-partout, par exemple. C'est pas tout à fait le même genre de contenu. En tout cas, il y a eu des associations. Je me rappelle quand je t'écoutais, des fois, tu étais avec
André Pitre, ça se peut-tu? Oui, J'ai en pas 2018, rêvé il m'a invité une couple de fois, ouais. C'est ça. Notamment pour les midterms. Il voulait commenter les midterms en 2018 aux États-Unis. Fait que j'étais comme une fois par semaine, j'allais sur sa chaîne faire une chronique. C'est ça. Fait que vous étiez... Les deux, vous aviez déjà quand même une bonne audience. C'était régulier dans votre Ouais, je pense que la croissance. scène était plus grosse que la mienne. Ok. Il était là depuis plus longtemps. Puis il était... lui, sa technique était comme impeccable. Moi, je Ouais. faisais ça avec presque un cellulaire puis un Ouais, laptop. Et puis, c'est ça. Il y avait comme des tables C'était et puis pro, des là. micros. C'était pro, c'est Ouais. ça. Fait que ça m'a aidé d'une certaine façon. Hein. Ouais. Puis, OK, donc là, moi, bon, est arrivé 2020, et là, tout a changé. Je pense que j'ai apprécié, puis je le dis sans gêne, j'ai apprécié vraiment ton contenu, surtout mars, avril, mai, parce que c'était notre bouteille d'oxygène à tous ceux qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. C'était rendu notre seul référent pour se dire on n'est pas en train de perdre complètement la boule. Ouais, c'est pas la fin du monde. Non, puis tu sais, moi, c'était clairement ma lecture des choses, là. Ça faisait du bien de me dire il y a quelqu'un d'autre. Puis je me suis fait dire ça tellement souvent, ça fait drôle de te le dire, mais je pense que ça prenait des gens qui faisaient aussi du contenu pour ramener dans la sphère publique cette perception-là de la réalité qui est légitime. Puis aussi, c'est que c'était très factuel, comment tu le présentais. C'était toujours extrêmement factuel, puis il y avait une recherche incroyable. Fait que ça nous a comme permis de naviguer dans le moment où c'était le plus chaotique, là, à tous les jours, c'était la conférence de presse, puis on perdait une nouvelle liberté fondamentale à toutes les semaines. Ouais. Tu sais, on était dans ce monde-là, fait que ça faisait du bien que tu tiennes la ligne. Comment tu as vécu ça, prendre position si tôt? Contre les mandats, contre le gouvernement? Moi, c'est parce que je déteste qu'on me bourre, qu'on me mente. La bullshit, je suis pas capable. En fait, ça s'est conjugué avec une situation dans ma vie personnelle. Tu sais, j'ai quitté la mère de mon fils. À ce moment-là? Je veux dire, mon loyer commençait début mars. C'est-à-dire, j'ai commencé le 1er mars. Puis le 13, on est tombé en confinement. Fait que là, j'étais tout seul dans un 1,5 essentiellement. Là, fait que ça a été comme une... comment je pourrais dire? J'ai été dans ma bulle, puis j'ai pu me consacrer exclusivement à ça. Donc, j'en faisais, je pense, 2, des fois 3 par semaine. Puis, je tirais comme... Je voyais bien que ça ne tenait pas la route. Quand on écoutait les conférences de presse, Arruda disait, on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. Oui, sans subtilité. Là. C'était clair. On n'avait même pas besoin de modifier la réalité dans le New England Journal of Medicine. Anthony Fauci du National Institute of Health aux États-Unis, celui qui a géré la pandémie là, aux États-Unis, puis qu'on suivait, que tous les pays suivaient, disait c'est pas plus qu'une grippe. Il dit c'était écrit noir sur blanc. Hein. Fait que et puis là tu écoutes ce que les représentants de la santé publique disent, puis là après ça tu regardais genre la réaction des médias, le hype, etc. Et puis on avait juste besoin de creuser un peu, c'est-à-dire ils nous montraient, je sais pas si tu te rappelles au début de la pandémie, c'était justement comme avril, il y avait comme le compteur de morts, par exemple en Italie, il y avait comme un truc qui se passait, ils montaient comme les morts en Italie, puis tout le monde me dit Alexis, tu dis Jon que regarde ce qui se passe en Italie, etc. Fait que là, on creuse un peu. Là, tu tombes sur des articles, par exemple, des entrevues avec le responsable de la santé publique en Italie qui dit, essentiellement, 88% des décès, c'est des décès de comorbidité, d'autres choses, puis il y a seulement 12% qui décèdent réellement de la COVID. Fait que on avait juste à prendre leur déclaration à eux pour montrer que c'était complètement gonflé. Ouais. Et puis là, à partir du moment où est-ce que tu comprends que selon quand tu vois que c'est gonflé comme ça, tu te dis où est-ce que ça s'en va, c'est quoi l'objectif réel, là, ouais. Là, tu les vois, après ça, ils imposent le masque en été, alors qu'en été, normalement, le virus n'est pas très fort, on s'immunise naturellement en été, etc. Ils essayaient de nous... un coronavirus, c'est un rhume, hein? Tous les rhumes sont des coronavirus. Puis là, on essayait de nous faire croire que, que c'était comme un truc complètement nouveau, et puis... là, tu le voyais, genre, avec la censure, etc., qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une trame narrative politique derrière ça. Au niveau sanitaire, on pouvait comme démonter leurs arguments, montrer que c'était monté en épingle, etc. Et donc, il y avait comme une volonté politique derrière ça. Puis après ça, c'est ça. Donc, après avoir parlé d'immunité naturelle et tout ça, genre, ça disparaît. Puis là, on commence à parler de la vaccination. Puis c'est surtout qu'on a radicalisé, puis on a même démonisé ceux qui parlaient d'immunité collective. C'est ça. Et tu vois, il y a d'autres déclarations, comme la déclaration de l'OMS, je pense que c'est le 10 mai 2020,
qui dit, la fille disait, je l'ai montré comme à plusieurs reprises, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait exactement? Elle disait, il n'y a pas de transmission asymptomatique. Elle disait, tu te rappelles de ça? Elle disait Van Herg, je pense que c'est ça son nom, je ne me rappelle pas c'est quoi, c'est la fille, là, tu sais, là, 35-40 ans, elle faisait des conférences régulièrement, elle dit, on a fait du traçage de contact, tu sais, il y avait l'application traçage de contact, là. On voyait la technocratie arriver, puis tout, là, le contrôle de la population, puis les zones, puis tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas ta passe verte. Puis elle disait, on a fait du traçage de contact et on n'a trouvé aucune transmission asymptomatique. Alors ça faisait tomber toutes les mesures barrières, la distanciation sociale, le fait de tourner la tête vers le mur dans les ascenseurs. Fallait que tu fasses ça? Ben, il y a les ascenseurs, oui, il y avait les flèches dans les supermarchés, les plexiglas, c'était tout du pipeau. C'était du conditionnement. C'était vraiment très, très clair. C'est drôle parce que pour toi, pour moi, pour les gens qui me regardent, c'était du conditionnement. Mais pour toutes les autres, c'était faites donc votre effort puis arrêtez de chialer. C'est ça. Puis c'est là que le dialogue est vraiment rompu. Puis depuis que j'ai parti ma chaîne, je l'ai parti en juin 2020. Je te remercie, c'est grâce à toi que j'ai eu mon premier boost dans le temps que les algorithmes n'étaient pas encore contre moi. Merci. Puis tu sais, je me suis toujours posé la question, comment je rejoins le plus de monde possible? Parce que ce qu'on a à dire, c'est important, je trouve. Puis je trouve que c'est important. Moi, mon but, puis je pense qu'on en discutera de ton objectif, mais mon but, c'est de ramener des nuances dans la société. Que les médias font plus. Non, il n'y a pas de nuance. Comment, par exemple, juste comme ça, l'affirmation d'Horacio Arruda, on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes, ou la déclaration de l'OMS, il n'y a pas de transmission asymptomatique. Comment ça se fait que c'était pas à la une de tous les journaux puis que la pandémie ne s'est pas arrêtée là? Mais comment ça que les gens même l'ont pas entendu? Comment ça fait qu'ils l'ont même pas entendu? Comment ça fait que les médias ont caché ça? Comment c'est possible? T'as-tu une explication à ça? Ben, je veux dire, parce qu'il y avait un agenda, Mais si Arruda est allé le dire, puis il fait partie de l'agenda parce qu'il est politique, pourquoi il est allé dire ça publiquement? Ils n'ont pas un intérêt plus à juste pas le dire? Ben, il répondait à des questions. Et puis... je sais pas, je sais pas comment ça s'est passé au début, dans le milieu, puis à la fin de la pandémie. Parce que même Fauci avait dit que dans l'histoire des coronavirus, jamais des asymptomatiques avaient généré des épidémies. Was never the driver of the pandemics. C'est exactement ça comme ça. La transmission asymptomatique n'a jamais été l'élément, le moteur des pandémies. Et là, soudainement, il a complètement changé son fusil d'épaule. Exactement. C'est ça que je me posais comme question. Je me disais, pourquoi lui, Fauci, est allé dire ça? Puis là, soudainement, il reçoit le mémo qu'il ne faut plus dire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très complotiste d'y aller. Ben, c'est hyper complotiste, on spécule. Par exemple, pourquoi, alors qu'on voyait les vidéos de personnes qui tombaient dans la rue en Chine, pourquoi ils gardaient les frontières ouvertes? Parce que les gens tombaient vraiment dans la rue. Mais non, ils tombaient, exactement. Tout ça. mais alors qu'il y avait une réelle peur d'épidémie mondiale et que, pourquoi on nous disait au début, les masques sont complètement inutiles. Oui, Arruda était le premier à dire. Pourquoi au début, ça a été genre, on a combattu tout ce qui aurait pu arrêter, freiner la pandémie. Et à partir du moment où est-ce que la pandémie était bien incubée, c'était une grippe, là, mais à partir du moment où est-ce qu'on s'était bien rentré ici, etc., là, tout d'un coup, on a mis toutes sortes de mesures pour contrôler les gens, etc. Donc, il y a cette espèce c'est un truc ça a duré 2 ans essentiellement, puis je pense qu'il y a eu plusieurs volets à l'opération, comme on pourrait dire. L'opération. Oui, OK, c'est intéressant. Probablement, tu veux dire que ça s'est développé ça s'est développé, puis ça a été action-réaction. Oui. Je pense pas non plus qu'ils s'attendaient à autant de fact-checking de la part d'Internet. Oui, ça doit être une surprise. Et que nous autres, on a commencé tôt avec les manifestations au Québec. Ça a été au mois de juillet. Puis il n'y avait nulle part ailleurs où est-ce que ça... J'aurais dit plus tôt. 23 juillet, les premières manifestations en face de l'Assemblée nationale, c'était le 23. Oui, c'est vrai. Et alors qu'il n'y avait rien nulle part ailleurs. On a été, je pense, les premiers en Occident à sortir. Et, surprenamment. Et ça, c'est à cause qu'il y avait de l'information alternative. Les gens avaient accès, les gens étaient restés à la maison, travaillaient, puis là, s'informaient, c'est quoi qui se passe, puis les gens se partageaient les vidéos, puis on voulait savoir, et ça, les médias, je pense, l'ont compris. Mais c'est pour ça que tu es devenu... Bon, là, tu es tombé dans la mer vraiment tôt. Je me souviens, même début avril, là, il y avait un reportage sur toi. C'était à Radio Cannes, je pense. Puis là, il parlait justement... C'est là que j'ai appris que tu étais l'enfant de tes parents.
Puis on parlait du FLQ, puis là, on était déjà en train de dresser un portrait de toi. Là, il y avait des attaques à toutes les semaines là, dans les médias traditionnels contre Alexis Cossette-Trudel. T'étais dépeint comme, en plus, là, on t'associait à QAnon, tout ça. Comment t'as réagi quand t'as commencé à voir que les médias s'attaquaient? Parce que tu m'as dit tantôt, quand j'ai parti Radio-Québec, déjà, tu avais pensé que tu pourrais te faire attaquer. Ça pourrait devenir controversé, oui. Tu savais que ton contenu était controversé. Oui, j'allais contre la trame narrative officielle, ouais, sur certains sujets, effectivement. Mais là, c'était-tu la première fois que tu te faisais vraiment attaquer publiquement? Ouais. Comment tu as vécu ça quand ça a commencé? Les premières fois, ça fesse, comme on dit, là. Tu vois ton nom dans les journaux, là, tu as la pression qui monte, puis tu vas t'allonger, tu regardes le plafond, puis tu sens ton pouls, là, puis c'est où est-ce que je suis rendu dans ma vie, tu sais que tu peux plus vraiment revenir en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le... oui, c'est ça. C'est extrêmement... C'est lourd, c'est dur, c'est... Mais moi, c'est ça. Moi, généralement, tu me picosses, puis je suis comme un blaireau, là, je recule pas. Au contraire, j'en rajoute une couche, puis j'en rajoute une couche. Fait que plus ils m'ont picossé, plus j'avais envie de me battre, plus ils me faisaient chier, plus j'avais envie de frapper d'un journaliste, puis de frapper dans la pandémie, symboliquement. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en fait, on a vu ça de toi. Plus c'est ça. Ils m'ont alimenté, essentiellement. C'est ça. Puis on a vu un Alexis devenir de plus en plus en colère. Je dirais que c'est peut-être ça qu'on a perçu de toi, un Alexis plus modulé, un Alexis plus réactif ou explosif, qui pouvait parfois... Là, c'est comme ça tombe le danger de jouer le jeu, parce que ils peuvent jouer avec ça pour te démoniser encore plus. Ouais. Mais là, il y a deux choses. Premièrement, c'est que... Le fait de me faire bourrer, comme je te l'ai dit, là, le fait de me faire... Je suis pas capable de me faire mentir en pleine face. Là, quand tu vois que c'est malhonnête puis que ça s'en va vers de la tyrannie, là, à un moment donné, il faut réagir. Tu peux pas juste être posé. Puis je remarquais que beaucoup des personnes qui nous écoutaient étaient, comment je pourrais dire, extrêmement passifs, avachis, si tu me passes l'expression, assis sur leur cul, ils ne savaient pas quoi faire. Puis, tu sais, quand par exemple, je critiquais Arruda, là, on me disait, Alexis, reste poli, nanana. Oui, on est en train de perdre tous nos droits, là, vous comprenez? Et donc, il y a eu, à un moment donné, il a fallu comme réveiller la population, brasser la cage, puis dire, c'est assez, il faut se lever, et l'émotion devait... transparaître. C'est-à-dire que ça devait être communicatif. Il devait y avoir une émotion communicative là-dedans. Cependant, j'ai toujours dit aux gens, donc j'étais passionné de la façon dont je parlais, j'amenais les sujets, etc. Sauf que je disais toujours aux gens, on est dans une guerre de l'information. Je l'ai dit du début jusqu'à la fin de l'été et 3 fois par webjournaux presque, là, qu'il faut rester, pacifique, il faut être exemplaire. Je l'ai dit dans mes discours, il faut être exemplaire, etc. Parce que la phrase que tout le monde a retenue, c'est « à l'ère de l'information, tout acte de violence renforce l'État ». À l'ère de l'information, tout acte de violence renforce la légitimité de l'État. On passe pour c'est une guerre d'information. Dans une guerre d'information, c'est une guerre de perception, une guerre de 5e génération. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu fais des actions violentes ou etc., genre, d'un coup, tu donnes la légitimité à l'État de prendre des mesures contre toi, te discréditer. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre tous les trucs de blocage de ponts aussi, de les actions. Ouais. J'ai fait des interventions. Il y a des gens qui voulaient... Ça sert à rien, les manifestations, etc. Puis ils voulaient comme faire des blocages d'autoroute, comme les Amérindiens. Je dis non, ça va se retourner contre nous. C'est ça. Fait que j'ai été une voix de la raison, mais ça n'a pas empêché Brigitte Noël d'essayer de me dépeindre comme quelqu'un de violent, essentiellement. Parlons-en de Brigitte Noël, parce que la première fois que je t'ai rencontrée, c'était il y a 2-3 mois max. 2 mois, je pense, quand on est allé à Théovox ensemble. Parler de la situation du journalisme au Québec. Puis tu m'as parlé de cet article-là pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait eu un point tournant avant. Je n'avais jamais entendu parler de cet article-là. C'est pas un article, c'est un reportage de 20 minutes. C'est un reportage. C'est Enquête. Okay. Brigitte Noël, c'est Enquête. Ça s'appelait Conspiration avec un Q. Fait qu'ils t'ont filmé Conspiration avec un Q. Oui, j'ai même été... je suis allé en entrevue à Radio-Canada. Je me suis dans les locaux. OK, puis malgré tout, le montage te rend vraiment pas justice, c'est ça, je pense. En fait, j'ai eu une excellente entrevue. Elle a essayé à plusieurs reprises. J'ai diffusé sur ma chaîne, sur Rumble. J'ai diffusé... elle avait interdit, elle avait dit non pour le filmer, pour que je le filme. Oui, parce elle que avait accepté pour l'audio. OK. Fait que j'avais l'audio, puis là, j'ai montré que... comme 1 an plus tard, après l'entrevue, j'ai sorti l'audio sur ma chaîne, j'ai commenté. Puis tu vois qu'elle essaye par tous les moyens de me faire sortir de mes gonds.
Elle essaie, tu sais, mais voyons donc, monsieur, tu sais, elle essaie de me faire... littéralement, elle essaie de me provoquer, puis j'étais calme comme un matou qui ronronne, presque, là. Tu sais, je me suis pas laissé... Je sais pas pourquoi j'étais calme comme ça, là. Et puis... Tu devais y être préparé aussi. Ouais, c'est ça. Puis, mais ça n'a pas marché. Mais elle a cherché partout. Hein. Elle a appelé ma famille. Est-ce que vous avez peur de votre fils? Tu sais, c'est Ils ont comme posé cette question-là. à mes parents. Puis est-ce que c'est un violent? Puis genre, elle a appelé même elle a été fouillée au secondaire, tu sais, des amis du secondaire. Là. Est-ce qu'Alexis est un gars violent? Elle avait sa trame narrative. Elle avait déjà son angle. Oui, puis elle n'a pas été capable. Elle l'a pas apporté. Puis... je me suis bien comporté à la caméra. Mais ça t'a quand même nuit, c'est ça que tu me disais. Oui, ben parce qu'à partir du moment... Mais genre, tout le reste du reportage, c'est genre... puis elle a été malhonnête parce qu'elle a pris des extraits. J'avais une chaîne Patreon, là, tu sais, comme un YouTube payant, là. Puis, tu sais, il y a des gens qui posaient des questions comme comment faire avec la famille, etc. Puis je disais... en réponse à ces questions-là, c'était des questions-réponses, je disais genre, ne coupez pas les liens avec votre famille, soyez patient, et puis elle a pris comme un 10 secondes de ça, puis elle me fait dire exactement le contraire, comme, en fait, je dis pas le contraire dans le reportage, je dis exactement ce que je dis, mais la trame narrative du reportage, c'est comme si ce que je disais, c'était comme, de couper les liens avec la famille, etc. Ou, elle a réussi à l'habiller différemment. Ça, c'est de la, comment je pourrais dire? Non, c'est une faute éthique journalistique. Ouais. Et puis là, elle n'est plus en enquête. Je ne sais pas si, à force de reportages malhonnêtes, on ne lui a pas dit bye-bye ou quelque chose comme ça. C'est elle qui venait de chez Vice, c'est ça? Ben oui, c'est une antifa. Genre, je veux dire, pas elle, mais Vice, c'est ça. C'est un journal d'extrême gauche lu par les antifas, etc. Puis Radio-Canada a été la chercher, elle, une personne d'extrême gauche pour faire des enquêtes. C'est comme... Donc, elle est déjà dans une idéologie, c'est ce que tu me disais. Donc, OK, on est rendu avec une petite idée là, de, bon, maintenant, on ne peut plus prononcer ton nom, c'est devenu mal de partager tes vidéos. Là, c'était devenu vraiment délicat. Oui, parce que j'avais comme beaucoup de succès. Par exemple, Maxime Bernier, j'avais des entrevues avec lui. Aussi, il n'y a pas la cote dans la sphère publique. Mais après ça a été plus difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact après ça. Radio X, j'ai eu 2 entrevues avec Jeff Fillion qui ont été excellentes. Tu vois ce que j'expliquais comme plein de choses. Puis après ce reportage-là, les entrevues ont disparu. Ils ont disparu? Oui, ils les ont enlevés de le truc. Et puis c'est ça, c'est devenu drôle parce comme... que Jeff Fillion, on ne devrait pas avoir peur d'une controverse. Puis mais là, il me présentait comme quelqu'un de, comme un révolutionnaire. Alors que j'avais passé l'été à dire sur toutes les tribunes de ne pas être violent, puis il fallait être exemplaire. Il me présentait comme un quoi? Comme quelqu'un qui voulait faire la révolution, un violent. Là, OK, pas une révolution je parle non, c'est ça, Brigitte Noël. Là. OK, c'est ça, OK, je comprends. Donc, à partir de là, c'est ça choix, c'est rétracté. Ça a été plus difficile après ça, par la suite, oui. OK. Ma mère m'a même écrit par la suite en me disant, tu sais, genre, en me reprochant, là, genre, tu sais... Ça a affecté ce que tu faisais? Oui, c'est ça. C'est comme si la violence... Est-ce que vous avez écouté ce que je dis depuis le début? Là, ouais. Je voulais même pas vendre des T-shirts et les gens disaient, Alexis, pour ton financement, vends des tasses, des T-shirts Radio-Québec, etc. Ouais. Et puis je l'ai dit en nom, j'ai dit, je veux pas vendre ça parce que j'ai peur que des gens, genre, mettent le T-shirt, aillent casser une vitrine, filment, et puis, tu comprends ce que je veux dire? Que ça... Fait que je voulais juste être pas du tout associé à aucune forme de violence. Ça a été... mais ils ont réussi quand même parce qu'ils avaient une trame narrative. Cette trame narrative-là est la même qui a été utilisée contre Trump. Tu sais, Trump incite à la violence, Trump... Puis ça va aussi ça s'inscrit dans la trame plus large de... on pourrait dire Internet ou les conspirationnistes sont une menace à la démocratie. Oui, c'est ça. Ça, c'est la trame plus large. Oui, même Graham Hancock. Tout le monde qui sort un peu du narratif officiel. Sont une menace à la démocratie, puis après ça, c'est ça. Fait que j'ai été comme... étiqueté, embrigadé là-dedans. Pas embrigadé, mais ils m'ont placé dans ce lot-là. Oui, mais aussi au Québec, c'était facile. Or, c'est ça qui est paradoxal, puis je l'ai dit dans les web-journaux, c'est ceux qui voyaient qu'il y avait un déficit démocratique, que les élus n'écoutaient plus la population, qu'ils étaient dans leur logique du Forum économique mondial et de l'agenda 2030, puis que là, maintenant, les journalistes commencent à en parler. Tu vois, par exemple, Dutrisac commence à critiquer les pistes cyclables, puis tout. Puis, Je prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler « Décoder la matrice et s'en libérer ». Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section boutique sur le hellovesavoir.com. Tous les détails sont là.
n'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après, un 4 à 6 où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer. Rendez-vous tout de suite sur le helloveulsavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. Les gens commencent à voir qu'il y a un problème avec les élus, il y a une grogne dans la population, mais en 2020, quand tu disais vous avez perdu contact avec la population, vous ne nous écoutez plus, vous allez imposer un pass sanitaire, vous allez nous compter, alors que c'était vrai, là tout d'un coup, donc quand tu disais qu'il y avait un déficit démocratique, tu devenais une menace à la démocratie. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est facile de comprendre si on prend un pas de recul que la raison pour laquelle les gens acceptaient de perdre des droits fondamentaux, c'était parce qu'on vivait une menace sans précédent. Mais une fois que tu prenais la peine de démontrer que cette menace-là était vraiment pas si grave, ça a été fait à maintes reprises sur ta chaîne et sur ma chaîne. Ouais. Mais encore là, faut-il que les gens soient capables d'écouter? Mais pas juste ça. Moi, je me rappelle, j'ai ramené le sujet justement des trucs comme Arruda qui disait on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. En genre décembre ou décembre 21, janvier 2022, etc. Puis il y a une journaliste du Journal de Québec, Geneviève Lajoie, qui le lendemain, où est-ce que j'ai ramené le sujet, elle a peut-être écouté le web journal ou je ne sais pas trop, elle a fait une recherche auprès du ministère de la Santé ou quelque chose comme ça, puis elle confirmait que genre la plupart des morts étaient des morts d'autres causes, tu sais. Ce qui a fait en sorte qu'André Pratt, l'ancien éditorialiste de la presse, en se référant au texte, au tweet de Geneviève Lajoie, a dit « Est-ce qu'on nous a menti sur les chiffres depuis le début? » Tu vois? Oui. J'ai montré tout ça dans les web-journaux. Là, il tombe de où, lui? Mais c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que ces choses-là sont disponibles aux journalistes. Les journalistes les voient, les ont, mais il y a comme... Personne réagit, Puis parce que, encore une fois, c'est le loop, c'est-à-dire que si tu agis sur cette information-là, tu deviens conspirationniste et par conséquent une menace à la démocratie, alors que la démocratie est réellement menacée par l'absence de réaction. Exact. C'est ça le... On est dans le cercle vicieux, mais on nous a tellement démonisé le terme conspirationniste. Il existait déjà depuis l'assassinat de John F. Kennedy, sauf que là, c'est rendu... T'sais, on se le dit tous un peu entre nous, bon, on est des conspirationnistes, mais il y a quelque chose, l'étiquette était vraiment hyper dénigrante, puis aussi c'est que ça verrouille le débat, parce que là, tu dois le voir aussi, mais beaucoup de gens dans mes réseaux sociaux qui disent « mais ça sert à rien de parler avec elle, c'est une conspirationniste », ou... Puis je me dis « OK, fait qu'il y a vraiment des gens qu'on n'écoute plus, comme Alexis Cossette, je vais pas m'asseoir avec toi, puis je vais même pas t'avoir à mon micro parce qu'il faut pas t'écouter. Tu es comme une sirène, tu pourrais m'enchanter puis me faire croire que Trump est vraiment pas si pire que ça. » Mais tu te rappelles la réaction de Penelope McQuaid à Stéphane Bureau, quand Stéphane Bureau avait dit qu'elle a invité Didier Raoult? Tu sais, il y a eu l'entrevue. Elle a dit on peut pas laisser les gens entendre ça. C'est exactement dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce qu'il dit, on ne peut pas laisser les gens entendre ça. Ouais. Ça dit quoi, ça, de notre univers informationnel? Oui, puis c'est ça. Puis elle est comme elle a une position de confort là, dans la sphère publique, Penelope McQuaid. C'est-à-dire qu'on retourne à l'époque, du clergé qui contrôle l'information, puis l'esprit des gens. Tu sais, quand la Bible était en latin, là, les gens ne pouvaient pas lire la Bible, et puis fait que la vérité venait du... Puis si tu n'écoutais pas, tu allais en enfer. Ben, on est exactement à peu près dans le même pattern. Là, version 2020-2024, mais il y a un relent de ça, là, avec l'Inquisition. Puis on était nombreux à faire des parallèles avec la religion, puis la science, la nouvelle science, qui en fait, c'est plus de la religion, on est vraiment dans le dogme. Mais c'est même pas... Même pas, parce qu'il dit, nous autres, on suit, les gouvernements disaient, on suit la science, vous ne suivez pas la science, etc. Puis après ça, on apprend qu'ils ne suivaient pas la science, ils ne suivaient pas les recommandations. En fait. C'est ça, c'était juste finalement de la bullshit, du martelage, de slogans pour du pouvoir. Et puis c'était, si on fait un réel post-mortem de cette pandémie-là, on va se rendre compte à quel point il y a eu des abus et puis qu'ils n'ont finalement pas suivi la science. Alors que moi, comment ils ont pu me démoniser alors que, comme tu disais au début, je ne faisais que
présenter des clips de spécialistes et aussi des clips de la santé publique, tu sais, comme Arruda, etc. Je montrais les déclarations, je montrais des articles, des articles scientifiques dans des journaux, tu sais, ce qu'on appelle des peer-reviewed journals, là, tu sais, des revues scientifiques, etc. Et puis, il y avait très, très peu de commentaires là-dessus, outre le fait qu'à partir du moment où tu vois le constat de ce que la science dit, puis là, tu vois comme les mesures que les gouvernements prennent, ben, tu rages parce qu'il y a tu vois qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de lien entre les... Puis il n'y a pas de débat, puis les journalistes sont dans le coup, puis... mais en tout cas, c'est ça. Moi, je pense que finalement, on l'a su par la suite, la science était de notre bord. Oh, ben oui. Ben oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Lancet Gate, puis tout ça, il y a... Exactement, les faux 17 000 morts pour l'hydroxychloroquine. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut, puis ça revient à ce que je dis depuis tantôt, c'est qu'il faut être capable de l'écouter, cette information-là, puis on est vraiment dans un monde de dissonance cognitive où les gens qui ont adhéré à ce discours-là, qui sont allés chercher leur dose, ça devient vraiment difficile de dire « Ah, mais est-ce qu'on m'a menti sur toute la ligne? » Il y en a qui le font, mais je peux imaginer à quel point c'est rendu difficile de se réveiller aujourd'hui, qu'on nous a menti quand t'es rendu avec je sais pas combien de doses d'une injection qui pourrait potentiellement vraiment être dommageable pour ta santé. Ça doit être bien plus facile de rester dans l'incongruité puis dans le déni puis se dire voyons, ils n'auraient jamais fait une chose pareille, tu sais, ils veulent notre bien, c'est quand même nos élus, ils sont là pour représenter le peuple. Non, mais je comprends qu'il y en a beaucoup qui sont encore là-dessus. Puis honnêtement, j'espère qu'on va avoir un vrai post-mortem parce que tu parles de post-mortem. J'ai essayé d'en avoir ici souvent parce que c'est ce que je fais, tu sais, quand je reçois des gens qui ont l'expertise d'avoir l'analyse scientifique de ce qu'on a vécu, ou même encore récemment avec Pierre Chaillot, qui est statisticien. Tu sais, lui, il n'y a jamais eu d'épidémie. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont gonflé les chiffres. Statistiquement. Statistiquement, ils ont gonflé les chiffres. C'est ça que j'ai dit à Brigitte Noël. J'ai dit, Arruda ment, ils ont gonflé les chiffres. C'est-à-dire, ils mettaient des personnes COVID... Alors qu'ils n'étaient pas du tout COVID. Mais Brigitte, quand il a dit ça, là, ça n'a rien changé dans sa vie. Non, de toute façon, c'est pas comme ça avait comme beaucoup de lumière dans ses yeux, cette fille-là. Il n'y a pas comme une elle n'est pas étincelle. partie en courant chercher comment trouver l'information que tu lui donnais, mais tu es allé chercher les numéros de téléphone des gens avec qui tu es allé au secondaire. Fait qu'elle a la capacité de faire des recherches quand même. Juste pas dans la bonne direction, parce qu'elle aurait pu s'éveiller, tu sais. Puis si tous les journalistes commençaient à faire vraiment leur travail, on serait dans une nouvelle sphère, là, on serait dans un autre monde. J'ai envie qu'on parle un petit peu de tes études. C'est intéressant de parler de COVID, mais on pourrait en parler pendant des heures. Puis j'ai comme l'impression qu'on dit des affaires qu'on sait déjà, malheureusement. C'est ça. Alors que nous, on sait. La question toujours, c'est comment rejoindre les autres. Mais tu as étudié tantôt, tu me disais que tu as eu 2 doctorats. Non. J'ai presque fini un 2e doctorat. OK, fait que tu en as un. J'en ai un. Qui est en? C'est en sciences des religions, mais j'ai fait de la philosophie du langage. Sciences des religions, c'est pas de la théologie, contrairement à ce que les gens pensent. Là, c'est pas de la théologie, c'est comme de la sociologie des religions. On étudie genre le phénomène religieux, la croyance, que les habitudes humaines liées à ça. Et ça n'a rien à voir avec le dogme chrétien ou quoi. Tu sais, Je pense que c'est ça que Jérôme Blanchet-Gravel a étudié sous toute réserve. Là, mais... La théologie? Non, la science religieuse, c'est ça. Mais c'est très intéressant, ça touche à plein de choses. Et puis, et moi, j'ai surtout fait... Moi, j'étais comme un peu, encore une fois, différent. J'ai fait beaucoup de philosophie du langage. C'est-à-dire, je me suis intéressé à la capacité du langage de dépasser les conventions. OK. Tu vois, c'est-à-dire, ben oui. Ben oui, c'est évident. En Occident, depuis, par exemple, Platon, et même avec la Bible, etc., le langage prétend parler de réalité absolue, de trucs qui dépassent les conventions. Or, le langage, ça a été posé par Platon dans le Cratyle, le langage, c'est un médium c'est juste des conventions entre toi et moi. C'est comme on s'entend sur les choses, sur les définitions et tout. Alors, comment le langage philosophique, le langage, disons, métaphysique, qui prétend parler de réalité absolue, comment peut-il avoir un sens si tout est juste le langage est juste conventionnel? Tu vois, donc ça, c'est la critique de Wittgenstein. Le langage religieux philosophique tourne à vide. C'est comme, c'est juste, il n'y a pas de sens à ça. Et donc, ce faisant, il invalide toute la tradition philosophique religieuse occidentale. Et moi, j'ai comme pris le taureau par les cornes. J'ai essayé de régler le problème. OK. Est-ce que tu as réussi? Je pense que oui. Comment? C'était quoi ta thèse? Ben, c'est parce que ça passe... la conception du langage, c'est compliqué. Là. Ça doit être hyper compliqué. C'est une thèse de doctorat, mais c'est parce que les signes qu'on utilise, les signes linguistiques ou cognitifs qu'on utilise, ne tournent pas juste... C'est pas juste du cognitif. Si c'est du cognitif, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à une émotion.
Tu sais, si par exemple, moi, mon ex s'appelle, je ne veux pas sortir un nom parce que, tu sais, si mon ex s'appelle X, là, tu sais, puis j'entends ce nom-là, ça crée, ça crée une émotion, je ne sais pas si tu comprends, ça crée et donc, il y a un affect qui est attaché aux signes. Donc, personne ne théorise ça. C'est-à-dire que les signes sont attachés à des affects. Et donc, étant donné que les signes sont attachés à des affects, tu tires quelque chose, les signes tirent quelque chose de non linguistique. Tu comprends-tu? Ils sont attachés, les signes linguistiques, cognitifs, sont attachés à des émotions non cognitives, non linguistiques, qui dépassent le langage, qui dépassent la... Et donc, c'est comme ça que tu touches l'intérieur, l'intériorité, et donc que tu peux finalement réconcilier le langage métaphysique qui repose sur une expérience extraordinaire individuelle. Tu sais, par exemple, moi j'ai comme une illumination mystique. Il y a comme un sentiment derrière ça, ou par exemple, je suis en amour par-dessus la tête. Il y a un sentiment derrière ça qui est que les mots n'exprimeront jamais. Right? Ça, c'est la thèse. Mais le fait est que les signes sont attachés à des affects. Et donc, de fil en aiguille, finalement, les expériences par analogie, par différents procédés, les expériences sont d'une certaine façon communicables. Parce que le signe, c'est pas juste j'ai mes émotions et le langage est complètement séparé et on parle comme, en utilisant un médium commun, tu comprends, qui sont extérieurs à nos réalités intérieures chacune. Mais moi, ce que je dis, c'est que le langage est attaché à quelque chose d'intérieur, une sensation intérieure. Et donc, il y a comme une possibilité. Mon intérieur, par le biais du langage, peut provoquer des émotions chez toi. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Ils ne sont pas nécessairement les mêmes, mais il y a ce contact-là, finalement. Tu résumes. Je résume comme c'est pas possible, mais c'est-à-dire que la solution, c'est le lien signe-affect. OK. Et quand tu parles de signes, tu ne parles pas forcément de symboles. Non, mais je veux dire, comme à la lettre A, c'est un signe, et puis, tu sais, arbre, c'est un signe. OK, je comprends. Dans le monde du langage, ça peut être bien des choses. Flèche, c'est un signe. Puis, OK. OK, fait que dans le fond, c'est pas tant que l'analyse des symboles que... Mais il y a un peu de ça, tu sais, évidemment, dans le bac. Moi, j'ai fait... c'est de la sémiologie que j'ai faite. Ouais, le deuxième doctorat, c'est de la sémiologie. Okay. C'est-à-dire, j'ai fait sciences et religions, mais c'est de la philo du langage, comme tu vois. Et puis, là, après ça, quand j'ai commencé mon deuxième doc, c'était... j'ai commencé, je pense, en 2010 ou en 2011. Puis ils m'ont finalement dit que je ne m'étais pas inscrit, donc il fallait que j'attende un an en 2018, juste avant au même temps que j'ai commencé Radio-Québec. Ouais. Mais c'est ça, le deuxième doc, c'était en sémiologie. OK. Et, qui est la science des symboles. Qui est la science des signes, symboles. C'est ça, ça touche à tout. Hein. Par exemple, il y a de la sémiologie en médecine. Par exemple, les symptômes. C'est un signe de la maladie, de quelque chose de plus profond. Ouais. Par exemple, un chasseur qui voit une trace, ça c'est un signe qu'il y a un animal qui est passé là. Tu en as en criminologie. Colombo fait juste de ça, de la sémiologie, les signes, puis la trace de balle, puis tout ça. Ouais. C'est de la sémiologie. Il y en a en philo, etc. Et, donc, c'est un terme très générique. C'est très, très, très générique. C'est ça. Et moi j'ai déposé mon projet de thèse, il a été approuvé et tout, et donc j'étais en rédaction de thèse à la fin, mais c'est là que j'ai reçu ma notice qu'il fallait que j'attende un an. Et moi j'en étais sur ce qui unit, un symbole, le symboline en grec, c'est ce qui unit deux choses. C'est comme un point A, point B, c'est ce qui unit deux choses, un symboline. Alors que diabolos, c'est ce qui sépare. Tu vois? Et moi, j'analysais justement dans la société occidentale tous les facteurs qui faisaient en sorte que on s'individualisait, puis on détruisait tout ce qui, l'idéologie dominante détruisait, individualisait les gens et détruisait tout ce qui était des facteurs d'unification. C'est intéressant. C'est ça. Mais en tout cas, finalement, je veux dire, pour faire une histoire simple, j'ai un background en sciences politiques, mais moi, j'ai surtout fait de la science politique. J'ai fait en études. Puis là, il faut que je le dise parce que je me fais attaquer sur Twitter. Toi, Alexis, puis ta sémiologie, arrête. Pas que il dit, retourne à ta théologie, etc. Je l'entends. Ah ouais, OK. Moi, j'ai fait... j'en parle jamais, en fait, de mes études parce que je veux que les gens écoutent mes arguments et non pas avoir un argument d'autorité, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est bon de recadrer. Moi, j'ai fait sciences politiques, relations internationales, avec une concentration en études stratégiques et diplomatiques.
J'ai d'ailleurs fait un stage à la chaire Raoul Dandurand, l'infâme chaire Raoul Dandurand. Quoi, es-tu informe? Parce qu'ils sont comme complètement disjonctés sur Trump et ce qui se passe aux OK, États-Unis. OK, d'accord. Comme bien du monde. Et c'est ça, j'ai étudié un peu les tendances émergentes à l'époque qui étaient la guerre de l'information. OK. C'est l'avènement des réseaux et puis Ouais. la guerre Puis là, maintenant, alors j'étais un théoricien à l'époque, maintenant je suis devenu un praticien de Ouais, ça. ouais. Et donc, c'est ça, maîtrise en sciences politiques, en relations internationales, études stratégiques et diplomatiques. Et puis après ça, j'ai fait sciences et religions, philosophie du langage. Puis j'ai fait un deuxième doctorat je ne l'ai pas fini, comme je dis, mais j'étais en rédaction de thèse dans un deuxième doctorat en sémiologie. Puis, religiologie, sciences et religions plus sémiologie, je le dis, je pense que je l'ai déjà dit, ça crée un portrait un peu à la Robert Langdon. Ouais, c'est ça. Qui est le personnage de Dan Brown. Là, Dans Da Vinci Code, c'est-à-dire il fait de la sémiologie, il analyse les signes, symboles, etc., sous un angle religieux. Donc, c'est peut-être le personnage fictif qui me ressemble le plus. Oui, c'est vraiment intéressant quand même, mais c'est tellement un monde de savoir que tu es étudié là-dedans, c'est tellement niché. Ouais. Puis ça rejoint quand même ce que tu fais parce que, bon, finalement, tu parles beaucoup de politique américaine maintenant. Donc, tu parlais de Sciences Po. On va en parler un petit peu de politique américaine parce que c'est sûr que tu t'es positionné vite comme étant... Tu défendais Trump et tu es un des rares... Tu sais, moi, j'ai un ami qui m'est très cher, que tu connais aussi, qui a de la misère des fois à se trouver de la job parce qu'il a dit publiquement qu'il supportait les Trump. Alors, ça peut être très mal vu, supporter Trump. Tu sais, c'est l'équivalent de dire que tu supportes Hitler. Puis ce qui est dommage, c'est que les gens vont pas forcément prendre la peine d'écouter maintenant. C'est plus nécessaire. Tu parlais justement de tes signes, là, le diabolos, puis... c'est intéressant parce que la question se pose, comment on fait pour réunifier le dialogue? Moi, c'est la question que je me pose à tous les jours. J'ai envie de te la poser. Est-ce que tu te la poses, cette question-là? Comment on réunifie le dialogue sur des sujets aussi clivants? Il va falloir que les faits parlent par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est quand... Déjà, tu vois, quand Trump est arrivé, là, moi, je l'ai défendu pas out of the blue, comme on dit. Là. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu arriver en 2015. J'ai vu ses discours. J'ai vu comment il a mené la campagne en 2016, comment il avait une maîtrise du langage. Les gens ne comprennent pas que Trump maîtrise le langage. Il utilise des tropes linguistiques qu'aucun de ses adversaires utilise. Il est brillant. C'est-à-dire c'est du génie dans la façon d'utiliser le langage. Par exemple, en disant des choses controversées qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un ressac, un backlash de la part des médias, mais qui va faire en sorte ultimement que les gens vont chercher par eux-mêmes sur ce sujet-là. Tu vois? Donc, pour attirer l'attention sur un sujet qui lui donne finalement, généralement, raison. Donc, il y a vraiment des stratégies Tu penses bien que c'est articulées. des stratégies? Ah, ce sont des stratégies. Non, c'est ça que j'ai fait dans les web-journaux. J'ai montré les stratégies, ce que j'appelle le code Trump, les stratégies linguistiques qui sont... Puis c'est pas juste une fois, deux fois, trois fois. On peut voir la régularité à laquelle il l'utilise, etc., etc. Donc, moi, avant de commencer à le défendre, c'était 2015, 2016, tu vois, puis même 2017, j'ai été un observateur assidu de Trump avant de me lancer puis de commencer à le défendre. Tu vois? Okay. Je l'ai bien compris, je l'ai bien saisi, je suis allé au fond des choses avant de le défendre. Mais tu l'as défendu publiquement à partir de 2018, 2018, dès que tu as commencé ta chaîne. 2018, c'est ça. Est-ce que tu étais surpris de l'avoir élu, toi, en 2017? Non. Non. Non, pas du tout. Okay. Non, tu le voyais venir? Je veux dire, c'est un raz-de-marée aux États-Unis. Là. Il a touché l'âme des Américains, une corde particulière. Il a ramené la fierté. Alors que tu écoutais les discours d'Obama, au début, Obama, c'était « Yes, we can », mais finalement, c'était « Non, les jobs sont partis, on ne pourra jamais les ramener », etc. Trump, c'était « On va ramener les jobs, on va ramener la fierté américaine, on va reconstruire le patriotisme, on va sécuriser nos frontières, etc. » Puis les Américains ont écouté, puis ont apprécié, ont été séduits par ça, c'est ça. Et donc, c'est ça, c'est... Comment se fait-il que nous, on n'est pas séduits? Pourquoi il n'y a même pas comme un infime pourcentage de la population québécoise qui ne fait pas écho à ça? Je pense qu'il y en a plus que tu penses. Oui. Je pense qu'il y en a plus que tu penses. Se montrer publiquement. C'est difficile de se montrer publiquement. Ça, je l'avais dit à Martineau dans mon entrevue au Franc-Tireur. J'avais dit, vous avez créé un environnement... Vous avez tellement... critiquer Trump, vous l'avez tellement démonisé, vous avez créé un environnement où est-ce que... c'est ça,
pratiquement de violence contre Trump et ses supporters. Je lui avais dit ça, puis là, on a vu, on voit les conséquences de ça même Stéphane Bureau, qui quand même essaie de ramener des nuances sur ses analyses de Trump, puis il commence à se faire traiter de complotiste. Puis... C'est ça, mais ça va se retourner contre eux éventuellement. Ça va se retourner contre eux. Oui, je pense que ça va se retourner contre eux. Pourquoi tu penses? Parce que c'est ça qui se passe, en fait, depuis 2016. C'est-à-dire que plus on l'attaque, plus les gens prennent sa défense, d'une certaine façon. On voit, dans les attaques contre Donald Trump, on voit la duplicité des médias. OK? C'est-à-dire, quand Trump est arrivé, les médias étaient au sommet de leur gloire aux États-Unis. Les gens faisaient confiance aux médias. Puis là, ça a été attaque malhonnête sur attaque malhonnête, déformation de ses propos. Il y a des documentaires où est-ce qu'on montre tous les croque en jambe des médias sur Donald Trump. Il y en a beaucoup. Il doit en avoir énormément. Où est-ce qu'on édite les clips. Par exemple, à la CBC, encore une fois, récemment, il y a deux journalistes qui ont été renvoyés parce qu'ils avaient fait un montage sur Pierre Poilievre. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. C'est ça. Ça, c'est comme ça se passe. Ils ont été renvoyés? Ils ont été renvoyés. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une conséquence. Oui, je pense qu'ils ont été renvoyés. Okay. Je suis 90% sûr qu'ils ont été renvoyés. Bien, ça des journalistes qui font des faux montages comme ça, il y en a plein. Il y en a, c'est juste ça qu'ils font CNN, MSNBC. C'est juste ça qu'ils font sur Trump. Tu es en journalisme, là, puis tu fais ça. Là, comment ça marche? C'est ça. C'est des militants. Et Trump l'a dit en arrivant, c'est-à-dire, il a dit les journalistes sont des militants. Puis ils contrôlent l'information, etc. Au début, les gens étaient, voyons donc, ils osent critiquer les médias qui sont les défenseurs de la démocratie, etc. Et finalement, c'est qu'il y a toujours 1, 2, 3% des gens qui réalisent la duplicité des médias sur quelque sujet que ce soit. Et c'est pour ça que les médias sont en chute libre présentement, parce que les gens, graduellement, petit à petit, de mois en mois, d'année en année, voient les procédés des médias. Ouais. Et ça devient visible sur Trump aussi. Et puis... Moi, c'est comme ça que j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à Trump, parce que, mon ami dont je parlais, qui était Trumpiste à une époque où le dire, c'était vraiment très mal vu. Mais moi, je suis curieuse, hein, je ne m'appelle pas Hello veut savoir pour rien. J'ai pas de danger à écouter quelqu'un qui pense pas comme moi, ça me dérange pas. Fait que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu y trouves? Ouais. Puis là, je me suis mis à parler, voyons, il s'est retiré de l'accord de Paris, c'est scandaleux, tu sais. Puis j'ai pas ces arguments, mais tu les aurais. Mais d'ailleurs, tu répondrais quoi à ça? Il y avait un argument à tout. Lui disait que c'était de la bullshit, l'accord de Paris. C'est de la bullshit. M'explique donc, pour ceux qui savent pas. Je veux dire... Pourquoi c'était pas si grave que ça, selon toi, que Trump se retire de l'accord de Paris? Parce que ces accords internationaux-là sur le climat font en sorte que des pays comme la Chine et l'Inde peuvent finalement polluer sans arrêt. La Chine, par exemple, ouvre genre une centrale au charbon par semaine. Et puis, ils ont comme pas... En fait, ces accords-là sont des accords qui visent à détruire la base industrielle des pays occidentaux. Alors que les pays comme l'Inde et la Chine, qui sont les plus gros pollueurs, eux autres ont carte blanche, etc. Puis c'est basé sur l'arnaque du climat. Je ne sais pas où sont tes auditeurs là-dessus, mais sur le CO2... On leur souhaite d'être avancés. C'est ça. Je veux dire, on va pas refaire... tu m'inviteras pour une émission sur le climat. J'en ai fait 3. J'ai fait 3 émissions sur le climat. J'ai fait Climat 101, Climat 102, Climat 103. J'ai reçu Joanne Marcotte qui a écrit un livre là-dessus pour en parler. Là, c'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu détruis la base industrielle d'un pays sans débat sur la base d'une fraude, c'est un peu comme le COVID, c'est-à-dire tu mets les mesures sanitaires sans débat sur la base d'une fraude et puis... Puis là, c'est l'urgence qui dicte qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Même chose que la COVID. Oui, c'est ça. Catastrophe, puis là, tout le monde fait bien. Alors que c'est faux. Par exemple, les Maldives, ils disent l'eau augmente. Il y a 1 million de preuves comme celle-ci. Les Maldives, là, c'est au niveau de la mer, c'est-à-dire, je pense qu'ils sont comme genre un pied ou une couple de centimètres au niveau de la mer. Ils sont vraiment au niveau de la mer. Depuis 20 ans, ils ont construit 4 aéroports. C'est devenu une destination touristique prisée. Puis tu regardes les riches, là, Obama, Nancy Pelosi, etc., ils s'achètent toutes des maisons sur le bord de l'eau, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. À Miami, là, il y a les compagnies d'assurance, il n'y a pas de problème de construire un nouveau building au niveau de la mer. Tout le monde sait très bien que le niveau augmente le niveau n'augmente pas. Le niveau n'augmente pas ou pratiquement pas. Puis c'est des variations. Puis c'est comme... Sinon, si le niveau augmentait, les Maldives auraient cessé d'exister.
Point. Ça, c'est le... OK, mais mettons, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'en est-il de tous ces scientifiques qui disent, qui étudient la calotte glaciaire, qui voient que ça fond à vue d'œil, qui disent que ça s'est accéléré? C'est des cycles. Puis il y a comme... C'est juste qu'on fait taire les journalistes qui disent le contraire. Tu vois, c'est comme la COVID, c'est-à-dire tous les médecins qui... Comme Didier Raoult, là, qui vient de se faire suspendre 2 ans, là, donc l'espèce de faux consensus fonctionne en soustrayant tous ceux dont des sommités, des prix Nobel, des sommités dans leur domaine, on les fait taire, et il y a aussi tout le truc du système de subvention, c'est-à-dire que c'est impossible de travailler dans le climat si tu as une idée contraire. Même chose pour le wokisme, le spectre du genre. Tu es obligé de dire ça, sinon tu n'as aucune subvention, ta carrière de professeur est terminée. Ouais. Même chose chez les médecins. Tu te rappelles-toi, il y a des médecins qui ont osé dire quelque chose, le docteur Lacroix sur les masques. Ouais. Tout de suite, l'ordre des médecins, radiation, sanctions. Fait que c'est ça, ça fonctionne. Même chose si tu mets genre un patient. Là, alors qu'on est censé être en démocratie. Ouais. On est pas juste en démocratie, mais c'est-à-dire que l'Occident s'est développé sur le débat contradictoire. Ouais. C'est pour ça qu'on a une opposition à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'autorité. On ne fait pas confiance à l'autorité. L'autorité peut mentir, peut abuser, etc. Puis c'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs. Oui, c'est ça, exact. C'est tout le système. L'humain est homme. À travers l'histoire, on sait qu'il y a eu de la corruption puis qu'il y a eu des complots. Là. Alors que là, maintenant, on voit que les contre-pouvoirs ont été... c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un réel problème avec la démocratie actuelle, c'est que les contre-pouvoirs ont été complètement phagocytés, ont été contournés. Il n'y a plus de contre-pouvoirs. Il y avait plus de contre... Au Québec, par exemple, mais ailleurs aussi dans le monde, l'exécutif, le Conseil des ministres, ne recevait aucune... contradiction de la part du législatif durant la pandémie, ni durant le climat, parce que les deux sont très... Il n'y a aucune contradiction de la part, donc, de l'exécutif ne reçoit aucune contradiction de la part du législatif, et l'exécutif et le législatif ne reçoivent aucune contradiction. Il n'y a pas quand je dis contre-pouvoir, je dis contradiction pour contre-pouvoir. Ouais. Le judiciaire ne surveille pas l'exécutif et le législatif, et après ça, le quatrième pouvoir, c'est les médias, ne surveillent pas le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il est supposé avoir 4 contre-pouvoirs dans les sociétés occidentales, et il n'y en a aucune qui fonctionne correctement. Sur les questions importantes. Il y a comme cette espèce de consensus. Et même, par exemple, dans les médias, quand on disait tout à l'heure, quand on sort les chiffres, quand on dit quelque chose de vrai, on sort les informations qui sont vérifiables, les médias n'en parlent pas pour pas avoir l'air complotiste, et donc... et donc, devenir eux-mêmes une menace à la démocratie, alors que c'est supposé être ça, la démocratie. C'est complètement c'est vicieux comme système. Et je pense qu'on est en fin de parcours en termes en termes de société. Là, on est comme une société en fin de parcours. Il va falloir réinventer On est sur le déclin. Il va falloir réinventer des institutions. Il va falloir renouveler. Il va falloir quelque chose, là, un nouveau souffle, parce que présentement, c'est moribond. C'est moribond, ça va très mal. Mais en fait, je pense que nos systèmes se meurent. Puis ça fait longtemps que, il y a 15 ans, j'ai un de mes bons amis qui étudiait en économie, puis il m'expliquait le système financier, comment l'inflation était éternelle, puis comment c'était sûr qu'un jour ça allait s'effondrer, que c'était juste statistique, tu sais. Puis ça fait longtemps, puis je me disais, OK, mais d'abord, ils vont tout faire pour planter le système financier, puis le repartir, contrôler finalement l'effondrement, puis contrôler la nouvelle monnaie. Puis là, tu sais, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Puis tu sais, c'est la même chose avec l'éducation, la même chose avec le système de santé. Finalement, tous nos systèmes, comme on vient de dire, sont gangrénés. Moribond. Puis il va falloir qu'ils les refassent. Fait que tu sais, on se dit, il y a deux avenues. C'est soit que c'est les bons, soit c'est les méchants. Je sais pas si c'est à ce point binaire. Oui, mais tu me dis pourquoi... Oui, je pense que c'est binaire comme ça, que tout le monde le dit, puis ça se joue lors de cette élection-là américaine. Tu veux faire le bon avec l'élection américaine. Ça joue. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Des deux côtés, on le dit. Hein, c'est-à-dire du côté des démocrates, des médias, etc. Ils disent, si Trump passe, c'est la fin c'est la fin de la démocratie. Et puis, mais du côté de Trump aussi, c'est-à-dire, ils disent la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, tu sais, tu regardes la façon dont ils censurent, la façon de tout ce qu'on vient de décrire, là, tu sais, la fin des contre-pouvoirs, si les démocrates gagnent, parce que les États-Unis ont une influence mondiale. C'est comme un des derniers bastions. Eux aussi sont sur le déclin, quand même. Ils sont sur le déclin, puis c'est pour ça que Trump est populaire, parce que les gens voient que les États-Unis sont sur le déclin, puis Trump arrive comme avec des solutions qui pourraient aider. En tout cas, c'est perçu comme ça. Mais c'est ça. Et Trump propose justement un renouveau des institutions. Quand il dit, genre, le FBI, la CIA, etc.,
sont corrompus. Ça fait un petit peu longtemps qu'on le sait. Ça fait un petit peu longtemps qu'on le sait. Et donc, on a besoin de revamper tous ces systèmes de sécurité-là qui ont espionné ma campagne, qui ont tenté de torpiller ma présidence avec cette histoire de collusion avec la Russie, etc., etc. Et, par exemple, aussi le dollar américain qui s'effondre, qui va s'effondrer avec l'avènement des BRICS, etc. Tout le monde sent qu'on a besoin que le système est en train de s'effondrer, puis qu'on a besoin de réinventer des institutions, changer des choses, etc. C'est pour ça que Trump cristallise ce besoin de changement-là de la part des gens. Juste au niveau des perceptions. Oui, au niveau des perceptions. Mais on se retrouve quand même avec un pays qui n'a jamais été autant divisé, en tout cas de ma jeune mémoire. Puis je pense que Trump, son aspect négatif, puis je sais pas si parce que tu sembles l'apprécier beaucoup plus que moi, je trouve que c'est ce qu'il fait, tu parlais de son art du langage tantôt, puis peut-être que oui, c'est astucieux parce que finalement les gens vont faire des recherches puis vérifier ce qu'il a dit, mais il va quand même créer, il va dire des choses qui vont attiser, il va toucher les motifs, puis donc tu vas difficilement être neutre par rapport à cet homme-là. Ouais. C'est soit que tu vas le détester ou soit que tu vas l'adorer, mais ça crée quand même... C'est multifactoriel, il y a les réseaux sociaux, il y a les algorithmes qui confirment nos biais. Encore une fois, c'est important, ça. Le fait ça revient à ce que je disais un petit peu plus dans l'entrevue, c'est-à-dire qu'il faut réveiller les gens, il faut insuffler une volonté de combattre. Le combat est nécessaire ici. C'est-à-dire que quand un pays... combat pourquoi? Un combat contre la corruption, contre la censure, contre tout le système vieillissant, pourri qui s'effondre, qui contrôle nos vies, puis c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste continuer comme c'est là. Et il faut faire en sorte que les gens se lèvent, se mobilisent, puis pour ça, il faut insuffler de l'émotion. Ça revient à ce que je disais. Moi en 2020, quand j'avais un langage combatif, sur la forme, j'avais vu ce que Trump avait fait quand il est arrivé en 2016, c'est-à-dire, les gens sont avachis devant leur téléviseur, tu le sais, je veux dire, tu essaies de réveiller les gens, tu leur dis des choses, tu leur donnes même avec des fois des preuves placées devant eux, ils bougent pas, ils sont comme, il n'y a plus rien qui se passe, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre côté, c'est comme, on peut rien faire, de toute façon, les gens sont démobilisés, sont atomisés, sont isolés, pensent qu'ils ont perdu tout leur pouvoir, ils votent d'un sens ou de l'autre, il n'y a rien qui change, il y a une démobilisation, une désaffectation complète de la population. Ceux qui qui contrôlent la politique en coulisses, on ne sera pas trop conspirationniste, mais se réjouissent de ça parce qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent après ça. Puis on peut passer, le peuple va voter non pour l'Europe, le traité de Lisbonne, puis après ça, ils vont le mettre, ils vont les faire rentrer en Europe par la bande avec Sarkozy, c'est-à-dire que, indépendamment de ce que les gens font, ce que les gens veulent, ce que les gens votent, ce que les gens disent. Par exemple, l'immigration de masse, là, il y a comme 80% de la population qui ne veut pas de ça. Les sondages après sondage après sondage. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a jamais rien qui change. Les frontières restent ouvertes. C'est comme ça rentre encore plus. Ça fait que les gens, à un moment donné, il y a plein de choses comme les drag queens dans les écoles, les gens n'en veulent pas. Ça reste là. L'idéologie du genre, les gens n'en veulent pas. On l'a vu partout. Je peux l'expliquer de différentes façons, mais ça nous est imposé quand même. Et donc, il y a cette espèce de désaffectation. Et si on ne fait rien, si on reste assis sur notre cul, on ne bouge pas, on n'est pas fâché, on ne prend pas action, on ne va pas dire au professeur dans la classe de 3e année de notre enfant qu'on ne veut pas qu'il lui parle de masturbation puis qu'il fasse venir un transgenre à l'école ou whatever. Si les gens ont pas... Selon toi, la guerre, c'est le moteur. Pas la guerre, mais la colère, ça va être l'émotion. Je ne veux pas dire la colère, mais cette espèce de... Il faut avoir un sursaut, la fougue. Il faut avoir un sursaut pour... C'est ça que, notamment, le général Mike Flynn dit, il faut s'impliquer à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau municipal. Si on ne fait rien, Valérie Plante va continuer, je veux dire, elle va transformer la ville en gigantesque piste cyclable. C'est déjà ça qui se passe. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens bougent, puis pour que les gens bougent, il faut que la moutarde leur monte au nez. Ouais. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe et il faut insuffler de l'émotion dans la communication politique. Et tu penses que c'est ce que Trump fait? C'est ce que Trump fait. Et puis c'est en regardant ce que Trump a fait en 2016-2017 que j'ai utilisé cette stratégie-là en 2020, littéralement. C'était fait consciemment. C'était fait consciemment. Je pense que je l'ai dit d'ailleurs en entrevue à quelque part. Dans tes nombreuses entrevues que tu accordes. Je pense que je l'ai dit à quelque part. Je l'avais déjà expliqué dans un web journal, mais je pense que je l'avais déjà dit en entrevue, peut-être à l'entrevue du Devoir ou quelque chose comme ça. Mais donc, selon toi, quand tu observes la situation, puis tu l'observes, tu l'analyses énormément, beaucoup plus que moi, là, tu as l'impression que Trump
tout ce qu'il fait, c'est calculé. C'est bien ce que je comprends. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Oui, c'est ça. Ouais, et beaucoup plus qu'on pense, en fait. Beaucoup plus qu'on pense. C'est calculé des années, des mois, des années à l'avance, ouais. C'est là où moi, des fois, je tombe dans le scepticisme parce que je me dis, on a juste des pointes de iceberg partout. On voit jamais le big picture. Puis moi, je reste toujours avec l'idée qu'on sait rien. Finalement, là, j'ai l'impression de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais malgré tout, on sait rien. Puis je me dis, l'affaire, c'est qu'on peut spéculer sur leurs intentions. Puis c'était un peu ça le mouvement QAnon. Puis j'ai pas embarqué là-dedans à cause de ça parce que je me disais, ben c'est beaucoup de la spéculation, mais finalement, ça pourrait être des hasards. Est-ce qu'on peut parler un peu de QAnon? Est-ce que toi, tu continues d'adhérer à ça? Est-ce que tu penses que ça Trump continue à l'appuyer. Il publie des memes sur Truth Social, son réseau social. Ouais. Il publie des trucs, des images de lui avec des Q, puis tu sais, c'est comme... OK. Donc, il s'est ouvertement... Parce que je pense qu'à un moment donné, il avait dit qu'il trouvait ça drôle, puis ça le faisait rire. Quand la journaliste lui a posé la question en direct, là, il y a des... Il y a des gens qui disent que le monde oui, c'est ça. Puis il a dit, est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui, donc ça, c'est quand on lui a posé la question directement. Mais c'est un peu détaché quand même, sa façon de répondre. Là, aux journalistes, oui. Mais c'est associé à de nombreuses reprises. Ça a été validé 1000 fois. C'est-à-dire qu'à l'époque où Q publiait encore sur 8chan, c'est un forum de discussion où est-ce qu'il publiait, les anonymes, au début, ne croyaient pas. Les gens qui étaient sur 8chan, sur 8chan, tout le monde est comme anonyme. Là, c'est comme tu te ferais un compte, c'est comme c'est anonyme. Fait que c'est un bulletin de discussion. C'est un bulletin. Oui, c'est ça. C'est l'anonyme avec la code de sécurité Q. Q, c'est une code de sécurité aux États-Unis. Là, c'est comme une très haute code de sécurité. Et là, ils commençaient à sortir des choses et à dire qu'il y avait un accès au président puis que telle chose vont se passer. Et puis là, les autres anonymes sur le forum de discussion ne le croyaient pas. Ils disaient, donne-nous des preuves de ce que tu avances. Puis par exemple, mets XXX dans le prochain tweet de Trump, puis Trump publiait XXX, mets Tipsy Topsy dans ton prochain discours. Puis il y a Tipsy Topsy, ça veut rien dire, right? C'est comme... c'est ça. C'est une expression courante. Tippy Top. Mais le prochain discours, c'était le discours de l'Union, State of the Union Address, en 2018. Puis il ne l'a pas fait, mais il l'a fait dans le discours de Pâques après. Tipsy Topsy. Puis, il a dit ça. Oui, mais je veux dire, ça, c'est des... Il y a des milliers d'exemples de ça. Là. Okay. Par exemple, il a dit que les Space Force, il a dit que la composante spatiale allait revenir 6 mois plus tard. Trump lançait les Space Force. On a eu plein d'informations à l'avance avec Q. Puis surtout, la façon que Trump opère, c'est-à-dire la façon d'opérer avec les médias. QAnon, pour résumer ça, ce que c'est QAnon, c'est une stratégie dans la guerre de l'information, c'est-à-dire que sachant que l'agenda de Trump allait à l'encontre de tout ce que les médias voulaient, Trump ne pouvait pas... Trump n'avait aucune façon de communiquer avec sa base autre que à travers les médias. C'est ça le paradoxe des politiciens. Ils sont, pour communiquer avec la population, ils sont pris avec les médias. Et les médias peuvent déformer tout ce que tu dis, peuvent te faire mal paraître comme ils le font d'ailleurs. Et donc, il n'y avait aucune... C'est-à-dire que la présidence de Trump aurait été un échec complet s'il n'avait pas été capable de communiquer directement avec sa base. Et donc, il y avait différentes façons de le faire. Il y avait son compte Twitter qui a été supprimé, n'est-ce pas? Oui. Et il y avait aussi QAnon, c'est-à-dire qu'il a ouvert un canal de discussion avec sa base directe. Sur 8chan. Sur 8chan, c'est ça. Qui était déjà underground quand même, 8chan. C'est pas vraiment underground. Non? Je veux dire, le commun des mortels le connaît pas. Oui, il ne voit pas ça, mais c'est ça, c'est un bulletin board, comme on appelle, hein, bulletin board. En tout cas, c'est ça. Donc, c'est là que ça a commencé, en 2016? Ça a commencé le 27 octobre 2017, un an après sa présidence. Oui, c'est ça. OK. Donc, il était au pouvoir quand ça a commencé. C'est comme si c'était devenu une stratégie une fois qu'il était au pouvoir. C'est une stratégie de communication pour informer sa base par-delà les médias. OK. Et ce serait encore effectif? Ça se passe encore? Q a arrêté de publier, mais Trump continue à sortir les phrases clés de Q. Nothing can stop what is coming. Tout ça, il continue à valider, là. Mais les messages ont arrêté. Les messages ont arrêté. Ils ont arrêté quand? C'est autour de 2020. Je pense qu'il y en a eu un ou deux après, mais c'est autour de 2020. OK. Puis maintenant, j'aimerais ça parler des raisons pour lesquelles moi, je n'adhère pas à 100% à Trump. Puis il y a des choses qui me dérangent de lui. J'ai écouté son entrevue avec Tucker Carlson. Moi, ça a été fini, final bâton. J'ai fait « OK, je suis vraiment découragée. » Il a dit qu'il croyait que Epstein s'était suicidé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, comment je pourrais dire...
il y a une façon, tu sais, il y a une prise de parole publique. Ouais. Tu peux pas dire tous les secrets d'État, par exemple. Si, Non, mais tu peux quand même dire un petit peu, Epstein s'est un petit peu fait suicider, là, non? Non, en fait, Epstein s'est probablement pas fait suicider du tout non plus. Epstein, C'était quoi Epstein? OK? C'est une opération de chantage politique. Tu veux dire son arrestation? Non. Epstein. L'opération Epstein, c'est une opération de chantage politique, comme Puff Daddy. Là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il amenait des personnes sur son île. Il amenait des personnes sur son île. Il y avait des souterrains sous son île, là, qui ont été... C'est pas un secret. Mais on n'a pas tellement d'informations, mais on sait qu'il y aurait eu des souterrains. Ben non, il a coulé du béton. Tu parles de Puff Daddy, je pensais... Non, je parle d'Epstein. Il y avait aussi ça? Oui, mais il y a des souterrains sous son île, puis il y a ça, c'est des nouvelles, genre, où est-ce qu'il a fait couler, genre, pour 200 000 $ de béton pour couler complètement, cacher tous les souterrains, etc. Mais il se passait des choses sur son île. Plusieurs personnes en ont parlé, etc. Trump en a parlé en 2016, et c'est une opération de chantage politique, c'est-à-dire, c'est comme Puff Daddy. On amène des politiciens sur l'île, loin de tous les yeux, et là, on les fait coucher avec des jeunes filles, etc., puis on leur fait commettre des actions horribles, et puis après ça, on les filme et on a de la merde, puis on est capable de les contrôler. Ouais. Okay. Epstein, c'est une opération conjointe CIA-Mossad. Tu vois, et c'est comme ça que, par exemple, c'est ça, la CIA, ce qu'on appelle l'État profond, où le Mossad était capable de faire chanter des politiciens, faire passer des lois, voter des budgets pour la guerre, CIA etc. Et le Mossad seraient main dans la main. Pour l'opération Epstein et d'autres opérations aussi, mais je veux pas... Ça s'appelle Hello veut savoir, on va juste rester dans Hello veut savoir. On peut aller bien, bien loin, mais on a juste une heure. mais c'est ça. Et donc... donc, c'est ça. Et donc, de toute façon, Epstein a comme des vidéos compromettantes sur beaucoup de journalistes, politiciens, etc. D'ailleurs, il y a plein de journalistes qui se sont fait arrêter avec de la pornographie infantile. Ouais. Il y en a plusieurs comme ça. Mais quand Jeffrey Epstein est au centre d'un réseau incroyable de chantage politique aux États-Unis qui va à l'encontre de la politique de Donald Trump, qui est de assainir le marais, puis America First, puis... et donc, Trump arrête Epstein. Mais là tu arrêtes Epstein, puis c'est comme... Évidemment, tous ceux qui sont derrière ces réseaux-là vont vouloir le tuer, n'est-ce pas? C'est comme, tu sais, ils ne voudront pas qu'il parle, etc. Qu'est-ce que Epstein fait? J'ai fait 3 ou 4 émissions là-dessus, c'est-à-dire que c'est certain que Epstein a négocié, c'est comme dans un programme de protection des témoins, là, a négocié le fait de donner les vidéos, expliquer, donner les informations sur les réseaux en échange d'un changement d'identité, etc. Oui, j'avais entendu cette théorie aussi. Okay. Selon toi, c'est la plus crédible. C'est la plus crédible. Et d'ailleurs, tu connais Megyn Kelly, la journaliste Megyn Kelly, elle a dit, encore une fois, il y a à peu près 2 semaines à Tucker Carlson qu'Epstein était encore vivant et qu'il allait faire un retour dans l'actualité. Ah oui, mais elle n'a pas dit qu'il était encore vivant. Elle avait dit qu'il y avait quelque chose de gros qui allait sortir. Non, elle a dit qu'il était encore vivant. Ah, je pense qu'elle a dit qu'il était encore vivant. Je suis 90% sûr. Mais en tout cas, il me semble qu'elle disait pas ça. OK. Ah, peut-être, non. En tout cas, elle disait que ça s'en venait. Là, mais ça s'en venait, etc. Mais de toute façon, c'est certain que quand tu te fais attraper et tu es en possession de toutes ces vidéos-là compromettant sur des personnes au Congrès, au Sénat, les journalistes, etc., c'est certain que, tu ne te fais pas placer, en termes de sécurité nationale aux États-Unis, tu ne te fais pas placer dans un Metropolitan Detention Center. J'ai expliqué que Epstein était l'espion étranger, l'espion le plus important pour les États-Unis depuis les Rosenberg. Tu sais, les Rosenberg qui ont volé les secrets atomiques, là. Et c'est ça. Donc, tu ne le places pas avec les autres détenus. Non, c'est ça, mais il était dans une prison à haut risque aussi. Oui, mais c'est ça. Il était au Metropolitan... Tu mets ça dans un safe house de la CIA. Oui, il aurait dû même pas être, selon toi, dans cette prison-là. Dans cette prison-là, etc. Okay, mais c'est sûr qu'on... Tu sais que c'est... En tout cas, tout ça pour dire que Trump ne peut pas révéler les secrets d'État. Non. Et puis, sur beaucoup de sujets, quand Trump parle, il va y aller avec la version officielle. Il ne va pas dire rien de controversé. Il va y aller avec la version officielle. Puis après ça, dans un tweet où il va faire un clin d'œil, il va faire... ça fonctionne souvent comme ça. Mais devant les médias, il va souvent dire ce qui est convenu, etc., pour ne pas créer... pour ne pas créer d'onde de choc, etc. C'est ça, Mais tu vois, c'est là où... j'imagine que tu es un politicien, fait que tu n'as pas le choix de jouer le jeu de la politique, mais c'est là où... T'attendais à ce qu'ils disent quoi? Il a été assassiné? Non, mais qu'ils sous-entendent, au moins, parce que Tucker, tu as sûrement vu l'entrevue, mais Tucker disait, moi, je suis convaincu que c'est suicidé. Il aurait pu juste, de façon plus subtile, mais faire comme... c'est pas impossible. Mais de toute façon, avec Trump, ce qui est intéressant, c'est que il dit souvent ce que les médias veulent qu'il dise, il dit la version officielle, et puis par la suite, les vraies choses. C'est-à-dire que la communication officielle de Trump n'est pas vraiment intéressante.
Ce qui est intéressant, Ouais. c'est les actions de fond et ce qui se passe réellement. C'est ça qui fait que c'est difficile pour moi de comprendre parce que je me dis, la plupart des gens, avec leur train-train quotidien, n'ont pas le temps d'analyser quelque chose aussi vaste que toutes les subtilités du... Exact. C'est pas fait pour ça, puis c'est pas l'arrière. important que ça se fasse. L'important, c'est que les résultats soient au rendez-vous. Mais justement, parlons-en des résultats, parce qu'il a été quand même 4 ans au pouvoir. Puis bon, on parlait de Drain the Swamp, puis tout ça, nettoyer le marais. Bon, on s'attendait, bon, avec la pédophilie, peux-tu nous parler de ce qu'il a fait par rapport à ça? Parce que il s'est annoncé comme étant quelqu'un qui avait beaucoup lutté contre la pédophilie. Je sais qu'il en a fait beaucoup, mais il y a quand même... Epstein a été arrêté sous Trump. Ouais. Et malgré tout, il n'y a pas eu personne d'autre qui a été arrêté. On n'a pas eu... il y a Ghislaine Maxwell après, mais c'est quand même un peu un procès qui a fait beaucoup de vent, beaucoup de bruit. Trump garde toutes ses cartes, en fait. Il a lui-même publié une photo de lui comme Rocky, là, comme Rocky IV. Puis ce que ça veut dire en termes sémiologiques, là, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans Rocky IV, c'est que pendant 14 rounds, il se fait défoncer, Rocky se fait frapper, puis au 15e round, il sort, puis il frappe son adversaire. Okay. C'est ça ça a été sa stratégie en 2016, etc. C'est-à-dire que, puis même avec, par exemple, cette histoire de collision avec la Russie, c'est-à-dire qu'il laisse les adversaires dépenser leurs munitions. Lui, c'est comme Mohamed Ali, c'est rope-a-dope, il encaisse, puis après ça, paf. Il donne le coup final. C'est la même chose avec la fraude électorale, c'est la même chose avec le 6 janvier. Les gens disent, on va-tu avoir la vérité à un moment donné, la fraude électorale, est-ce que les gens vont se faire arrêter, etc. Parce que lui, maintenant, il a dit dernièrement, je pense qu'il n'y avait pas eu de fraude électorale, il a comme changé son... Non, ça c'est encore une fois, ben, juste là-dessus, une semaine avant le débat avec Kamala Harris, il dit finalement, j'ai perdu l'élection par un cheveu. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dit, j'ai perdu l'élection par un cheveu. Je te montre des stratégies linguistiques, là. Il dit, j'ai perdu l'élection par un cheveu en entrevue, etc. Qu'est-ce qu'il fait, là, présentement? C'est la première. Là, tout le monde dit, moi, j'ai reçu des courriels. Alexis Trump a admis, finalement, qu'il avait perdu l'élection, etc. Une semaine avant le débat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le journaliste de ABC au débat va lui poser la question. Vous avez admis récemment avoir perdu l'élection. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Est-ce que l'élection a été perdue? Là, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il a hameçonné le journaliste, faire en sorte que le journaliste lui pose la question durant le débat. Et là, il a dit non, c'est une façon de parler. On m'a fraudé. Puis là, il y a une audience. Tu vois, il est capable de répéter son message devant 50 millions de personnes, de ramener donc, là, ça à l'actualité. Il n'a pas talonné, j'ai perdu par un cheveu. Là, il revenait à son discours de base. Il a corrigé, mais c'est ça, il a hameçonné le journaliste. Oui, je comprends. Okay? Et donc, c'est ça. Quand tu regardes Trump, il y a des stratégies d'hameçonnage comme ça. C'est compliqué à expliquer. Puis c'est compliqué à suivre aussi. Ça fait une politique qui finit par être comme contradictoire, où il va dire quelque chose, il peut dire quelque chose de différent. Mais pas, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça. Mais tous les politiciens sont un peu comme ça. C'est ça aussi qui peut faire que moi, je me suis désintéressée de la politique à un certain moment, parce que j'ai l'impression que pour être un politicien, finalement, tu es un peu au service de ton ego. Là. Ça, c'est ce que j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que Trump est différent à ce niveau-là? Mais ce que je veux dire, c'est que, juste pour terminer sur... C'est qu'il y a, avec l'environnement médiatique hostile... Il n'y a pas le choix d'utiliser ce genre de stratégie-là, des stratégies d'hameçonnage, etc. Quand il veut faire sortir, par exemple, j'ai expliqué à plusieurs reprises, juste terminer là-dessus, là, quand il veut faire sortir, par exemple, en 2017, il a reçu l'appui d'une centaine de pasteurs noirs qui sont venus à la Maison-Blanche, il les a reçus dans le bureau ovale, etc. Les médias n'auraient jamais parlé de ça, normalement, parce que c'était... Et donc, pour faire ça allait contre le narratif. Ça allait contre le narratif qui est un raciste, etc. Et donc, pour faire parler les médias, sa responsable des communications était assis sur le divan du bureau ovale avec les pieds sur le divan comme ça. Et là, tous les médias ont sauté là-dessus en disant quelle faute diplomatique, elle est... Et là, on voyait toutes les noirs. Et là, on voyait toutes les noirs, etc. Et donc, c'est des stratégies d'hameçonnage comme ça. Et donc, les médias sont toujours en train de critiquer Trump, mais se font, lui aussi, c'est comment les hameçonner pour faire sortir son message. Parce que sinon, c'est juste, c'est tapissé, c'est du mur à mur anti-Trump. Et donc, il doit utiliser des stratégies pour faire sortir son message. Maintenant, si tu regardes Trump, il y a deux choses. Il y a deux choses tu dis au sujet de son... Je pense que c'était comme un peu son ego, etc. Là. Si tu regardes le Trump d'avant la présidence, là, c'est un homme
les gens qui l'ont côtoyé vont dire que c'est un homme extrêmement humble, extrêmement gentil. Tu regardes ses passages, par exemple, à Oprah ou dans différentes entrevues, c'est toujours courtois, toujours un bon mot pour tout le monde. Il élève les personnes. Il paraît, ouais, on entend beaucoup ça de lui, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, mais il y a ça, donc c'est quelqu'un, je sais que les gens ne comprendront pas, mais quelqu'un finalement d'affable. Ouais. C'est pas comme ça qu'on le dépeint, on est loin du personnage public. Il y a par ailleurs, le showman. C'est-à-dire, qu'il a fait, Trump a fait de la lutte. You're fired. Et puis, il a fait de la lutte. Trump s'est préparé, hein, il s'est préparé pendant 20 ans, pendant 15 ans pour la présidence. Et donc, le showman, comme quand il faisait de la lutte, la WWF, il faisait ça avec un autre gars, je me rappelle pas c'est qui, il était comme... il jouait le jeu un peu, là, il sautait sur d'autres personnes, même s'il était en veston-cravate, il rasait la tête, il y a toutes ces images là, qui ont... Ben, puis, il y a beaucoup des mimes que tu vois, où est-ce que c'est ça. Fait qu'il y a ce truc-là de mettre de l'avant un théâtre, le showman, où est-ce qu'il y a une dynamique de spectacle. Ouais. Et il utilise ça. Et il utilise ça aussi pour tromper les médias, c'est-à-dire avoir l'air plus stupide qu'il ne l'est réellement. Oui, ça, clairement. OK? Parce que dans des stratégies... Il faut écouter une conférence sans le montage. Sans le montage, c'est déjà ça. Mais par exemple, tu te rappelles, genre, encore une fois, en 2018, il disait, il y avait cette diatribe avec Kim Jong-un, il disait, puis tout le monde disait, on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Trump est un fou, il avait envoyé des porte-avions, les B-2, les bombardiers étaient allés à Guam pour... possiblement frapper la Corée du Nord. Il dit, j'ai un plus gros bouton nucléaire que le tien. De ça, les caricatures. Entre les deux. Et là, tous les médias disaient, Trump est un fou. Plus loin que toi, puis tout ça, Qu'est-ce qui se passait réellement? Il est en train de créer des liens avec la Corée Exactement. du Nord. Toutes les négociations se passaient en coulisses pour un sommet avec Kim Jong-un, puis après ça, la réunification. Je veux dire, qu'on sait qu'il y a eu lieu maintenant. Qu'on sait qu'il y a eu lieu. Moi, je l'avais compris à l'époque, je le disais, genre, à un moment donné, il y a eu... Kim Jong-un lui avait envoyé une lettre insultant Mike Pence, son vice-président. Puis je disais, tout ça, c'est du pipeau, c'est une fausse chicane. Même Kim Jong-un jouait la fausse chicane, tu penses? Kim Jong-un jouait la fausse chicane. Et Trump avait dit, le sommet est annulé. Puis là, il y avait les spécialistes de la Chine, de Radio-Canada, qui disaient, les deux ont des égos surdimensionnés, c'est normal que ce soit annulé. Ce sommet-là... je dis, non, ça sera... J'avais montré l'extrait de ce gars-là, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Et j'avais dit, le sommet va avoir lieu probablement au même endroit. Le sommet n'est pas... Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été une fausse chicane. Puis le sommet a eu lieu. Et puis c'est ça. Puis là, tu vois les belles photos où est-ce qu'il signe sur la zone démilitarisée, etc. Puis il a fait ça avec aussi beaucoup de ses collaborateurs. C'est-à-dire... Par exemple, avec Steve Bannon, son conseiller stratégique à la fin de 2016, pour la campagne de 2016, il a fait semblant d'avoir une grosse chicane avec Steve Bannon où est-ce que les deux s'insultaient puis se disaient, genre, c'était un traître, je ne travaillerai plus jamais avec lui. Puis finalement, Steve Bannon est devenu comme un des plus gros défenseurs de Trump. C'était une fausse chicane. Et Trump crée ces fausses chicanes-là qui donnent du pain, qui donnent de la viande au moulin. De l'eau au moulin des médias. Mais les médias perdent leur temps sur des fausses chicanes alors que Trump travaille sur le fond des choses. Puis le fond, selon toi, puis selon les QAnon, c'est qu'ils voudraient démanteler le Deep State. C'est-tu bien ça? Oui, ils l'ont dit. Puis là, maintenant, même RFK, qui est rentré dans la campagne de Trump, dit exactement la même chose. Lui, il parle du Deep State, il dit le mot Deep State? Oui, il dit Deep State, oui. Puis il dit, mon oncle et mon père ont été tués par les agences de renseignement. Oui, c'est ça. On le sait. Mais OK, mais comment... juste parce qu'on vient de frôler ça, pourquoi, selon toi, il n'a pas déclassifié les documents qui restaient à déclassifier sur l'assassinat de l'oncle de Bobby Kennedy Jr.? Probablement parce qu'il utilise ça comme un chantage politique. Avec qui? C'est trop long. Je veux dire, oui, ça serait long. Je n'ai pas réponse à tout, mais c'est-à-dire que, par exemple, on peut utiliser ça pour... Trump, c'est un négociateur. Hein, il a écrit... Il y a l'art de la guerre de Sun Tzu. Oui. Trump a écrit The Art of the Deal. Et donc, quand tu as des informations comme ça qui compromettent des personnes, tu peux utiliser ça pour les faire plier sur certains sujets. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que lui, il a l'information. Parce que lui a l'information. Puis si tu ne fais pas ce qu'on dit, on la rend publique. Mais on va garder ça si vous... OK, ce serait comme une arme de négociation. Une arme de négociation. Okay. Il y a peut-être un pays en particulier qui est impliqué dans l'assassinat de JFK.
Et là, on veut que le pays comme fasse certaines choses, signe la paix ou whatever, puis là, on dit, on va déclassifier si tu signes pas. Même chose avec le 11 septembre, si la vérité sur le 11 septembre, pourquoi on la sort pas, on utilise ça comme outil de négociation, comme avec moyen de tordre des bras pour faire en sorte que le pays accepte certaines choses. Selon toi, est-ce que ces informations-là vont sortir si Bobby Kennedy Jr. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur la CIA et tout ça qui vont sortir avec Bobby. RFK, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est RFK Jr. Ouais. Il y a tout intérêt, s'il rentre dans l'administration, du moins, si Trump est élu, de vouloir sortir ça, là, c'est personnel. Les deux sont sur la même ligne sur l'État profond, ce que tu as appelé l'État profond. C'est moi qui l'ai dit en premier, d'accord. Mais les deux sont sur la même ligne. Puis moi, je regardais encore une fois, je regardais les deux discours. Il y a même un an, il y a plus qu'il y a un an et demi quand RFK Jr. s'est lancé dans la course. Il y avait tellement de parallèles entre les deux. Ils étaient tellement sur la même ligne. Puis ils refusaient de se critiquer l'un l'autre. Oui, ils ont été très polis. Ils ont été très polis. Puis les médias essayaient de créer de la bisbille entre les deux. Tu sais, Trump a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis ils évitaient. Puis là, j'ai dit, c'est presque certain qu'ils vont finir ensemble. Je pensais qu'ils allaient être VP. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on pensait ça. Ouais. Et puis finalement, c'est ça qui s'est passé. Ça, on voit les tendances, on voit les tendances à long terme, et puis le sens, et c'est pour ça que RFK Jr. aussi est attaqué comme Trump. Tu regardes TVA, tu écoutes TVA, Normand Lester. Ouvertement à Big Pharma, il se prend au vaccin, les médias, les chemtrails, je veux dire, les agences de renseignement, c'est comme Trump. Là, donc l'agenda, c'est un agenda. Tu vois, c'est pour ça que les médias ont une... Et c'est plus que les médias, c'est le complexe militaro-industriel. Les médias sont tellement... impliqué dans le fait de vouloir torpiller Trump, empêcher sa présidence, parce que c'est un agenda qui menace leur pouvoir essentiellement. Ben oui, c'est clair. Tu le vois avec Trump et avec RFK Jr., ce que les deux disent, tu vois que c'est ça, c'est la corruption des agences de renseignement qui va disparaître. Les médias vont aussi perdre le pouvoir qu'ils exercent sur les gens. C'est Big Pharma, c'est tout ça. L'agenda est... Si on disait on est dans une société qui est en train de sombrer, etc., ben, si tu regardes l'agenda de Trump et de RFK Jr., ils ciblent la corruption à l'intérieur des institutions démocratiques. Ce qu'ils ciblent, c'est tous les facteurs de pourrissement. Mais ça menace évidemment le pouvoir du camp adverse. Et c'est pour ça que c'est une guerre à finir. Et c'est pour ça que les deux camps disent... si Trump passe, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de leur pouvoir, c'est pas la fin de la démocratie. Alors que Trump dit, si eux gagnent, ben, on va continuer dans la tyrannie, puis c'est la fin de la liberté, c'est la fin de la démocratie essentiellement. Ça va être Big Pharma qui va contrôler, ça va être les villes 15 minutes, ça va être... On continue ce qui est en branle. C'est ça, la censure, l'absence de contre-pouvoir, la pensée unique, le monde sans frontières, c'est ça. Oui, on connaît le topo. On a juste à écouter un peu Alex Jones ou toi, ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais en fait, souhaitons-nous qu'on n'aille pas vers ça. Mais des fois, j'ai tendance à me dire, on y donne peut-être un peu trop de mérite parce qu'on espère qu'il y a le pouvoir de contrer ce raz-de-marée-là qui s'en vient, qui est quand même un agenda mondialiste, pas juste aux États-Unis que ça se passe, là. On peut regarder notre premier ministre ou président français, ou tu sais, ça se passe partout. En fait, ça se passe pas partout. Non? Non. Non, tu ne penses pas? Non. Macron, il n'est pas comme ça, selon toi? Oui. Ça se passe juste dans la zone OTAN. Oui, c'est ça. C'est juste dans la zone OTAN. Tu regardes les pays de l'Est, là, ils n'ont pas ces saloperies-là. Tu regardes l'Afrique, tu regardes... Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on a pensé aller en Afrique régulièrement. C'est ça. L'Amérique du Sud, tu regardes l'Asie. L'espèce de volonté de mort de la société, c'est dans la zone OTAN. C'est littéralement ça, dans la zone OTAN. La censure, les institutions corrompues. Tout fait que l'État profond serait juste là. C'est lié aux agences de renseignement, l'OTAN, l'espèce de technocratie militaire. Oui, c'est ça. Ouais. Ah bon, OK. Fait qu'il y a encore de l'espoir que les autres pays, finalement, c'est le tiers-monde qui va nous sauver. Regarde juste les BRICS. Les BRICS ne sont pas du tout là-dedans. Ils ne sont pas du tout dans cette espèce de logique mortifère. Oui, c'est ça. Anti-humaine aussi. Anti-humaine, exactement. C'est juste dans la zone OTAN. C'est dans la zone OTAN. OK, fait qu'on a ciblé où est le Satan symbolique. C'est même... on n'a même pas parlé un peu de ça. C'est vraiment intéressant, Trump. Mais avant que j'aille sur Satan, je veux finir Trump. C'est les élections bientôt. On enregistre aujourd'hui. On est le 4 octobre. On va sortir ça la semaine prochaine. Donc, ça va être dans un mois... on a l'impression qu'il va y avoir des éclairs, un halo de lumière qui va descendre. Ça va être quelque chose d'immense. Là. Toute l'humanité est en train de regarder ces élections-là, qui sont certainement extrêmement importantes. Comment tu vois ça, l'après-élection?
Comme il y a 2 scénarios possibles. Selon toi, il y en a-tu 2 possibles ou il y en a juste un à ce stade-ci? J'ai 2 choses à dire là-dessus. C'est que je pense que la préélection est déjà rodée par le camp Trump. Ils savent l'intelligence artificielle, en tout cas, si tu lui demandes, elle dit déjà que c'est Kamala Harris qui est présidente. Oui. Ça, c'est... Ouais, c'est... Je sais pas jusqu'où je peux aller. Tu peux aller où tu veux. Ce que tu dis, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il n'y a aucune chance que Trump rentre pas, en fait. Il n'y a aucune chance que Trump rentre pas. Ça, c'est Donc, pour plusieurs raisons. OK, vas-y. Explique pour plusieurs pourquoi. raisons. Ça serait... Là, c'est Mais long, il rentre pas au point de vue... Parce que la dernière élection, dirais-tu qu'il est rentré? Oui, je dirais qu'il est rentré. Ouais, c'est ça. Donc, selon toi, on est en continuité de mandat? On est en continuité de gouvernement. Tu veux-tu rentrer là-dedans? Je pense que c'est important de l'expliquer, pour qu'on comprenne. Le programme de continuité de gouvernement. On a, mettons, essayons de faire ça en 5 minutes. Ça va arriver comme un choc pour beaucoup de personnes, mais la présidence de Joe Biden a été mise sous tutelle. On a laissé Joe Biden gouverner. Les militaires aux États-Unis ont laissé Joe Biden gouverner sous tutelle d'un programme de continuité de gouvernement qui a été signé par Trump dans 2 ordres exécutifs. Un ordre exécutif de 2018, qui est l'ordre exécutif. Les ordres exécutifs, c'est des ordres spéciaux que le président peut signer pour toutes sortes de raisons. L'ordre exécutif 13848. C'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. On sait qu'il existe. Ben oui. C'est public? C'est public. Fait que on sait que ça a eu lieu. Là. On sait, je vais donner plusieurs exemples. L'ordre exécutif 13848 qui donne des pouvoirs extraordinaires à l'armée en 2018, Trump signe ça. Il donne des pouvoirs extraordinaires à l'armée en cas d'ingérence étrangère lors de l'élection. Or, c'est exactement ce qui est allégué par Trump et qui a été confirmé par différentes instances du gouvernement, y compris l'armée, etc., qui a réellement eu une ingérence étrangère. Et donc, on sait que 13818 est actif. Par la suite, Trump, alors qu'on lui balançait une pandémie dans les élections en 2020, là, pour toutes sortes de raisons, et Trump a utilisé la pandémie qu'on utilisait contre lui, a fait du judo et a retourné ça à son avantage. Alors qu'il disait que la COVID n'était juste qu'une grippe, un truc saisonnier, etc., il savait que c'était juste une grippe. Il a changé son discours, c'est ça? Oui, après ça, il a comme un peu changé. Il a dit, j'ai écouté Fauci et tout ça. Mais il met en branle un programme de continuité de gouvernement. Un programme de continuité de gouvernement, c'est par exemple quand les échelons politiques du gouvernement sont décapités, l'armée prend le relais et il y a une continuité de gouvernement. Il y a un show avec Kiefer Sutherland, je pense, qui s'appelle pas Survivor. Non, ou c'est-tu Kiefer Sutherland? Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom mais un programme de continuité de gouvernement. Le programme de continuité de gouvernement qui a été signé par Trump en mars 2020, c'est le programme de continuité de gouvernement le plus extensif qui a été signé de l'histoire des États-Unis. Okay. Plus que lors du 11 septembre, qui donne... Il y a 7 programmes là-dedans et qui donnent des pouvoirs à l'armée, alors qu'il savait très bien si le gouvernement est décapité. Or, les deux ensemble font que, comme il dit, il y a eu une fraude électorale en 2020 et donc le gouvernement a été décapité. Il y a eu une attaque avec la COVID. Il l'a dit, on est en guerre, on a été attaqué. Il a tout donné les signes que l'ordre exécutif que le programme de continuité de gouvernement était appliqué. L'ordre exécutif 13848 qui invalide essentiellement la présidence de Joe Biden, parce que c'est fraude électorale, a été re-signé à 4 reprises, je pense, par Joe Biden. Tu comprends que normalement, Joe Biden n'aurait jamais re-signé ça, puisque ça invalide sa présidence. Et c'est seulement si Joe Biden est contrôlé, si sa présidence est sous tutelle, que tu vas re-signer un ordre de Trump qui met ta présidence sous tutelle. C'est vraiment l'ordre de Trump qui a re-signé. Il l'a re-signé, j'ai montré les documents. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde se bidonne. Il y a par exemple, lors de la tentative d'assassinat, la chef des services secrets, Kimberly Cheatle, est allée au Congrès. On l'a questionné sur comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de sécurité spéciale. Le représentant Fallon lui pose la question, est-ce que le président Trump a la même sécurité que Joe Biden? Et là, elle répond, elle dit, il y a une différence entre un président en fonction et la continuité de gouvernement. Ah
oui, Il y en a plein comme ça. Elle a vraiment répondu. Elle a répondu ça, j'ai montré le clip partout. Je peux te montrer. Et donc, il y a 1 million d'exemples comme ça qui font en sorte, qui démontrent que c'est un sujet en soi. Oui, je comprends, mais en tout cas, ça survole les gens qui sont super intéressés. Et donc la raison pour laquelle Trump avait besoin d'avoir un Joe Biden là pendant 4 ans, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est parce que ça lui permet de faire le ménage au sein du Parti républicain, savoir qui ne l'a pas appuyé lorsqu'il disait que l'élection avait été volée, qui sont les collaborateurs qui vont collaborer avec une élection volée au sein du Parti républicain. Et là, il les a toutes il a nettoyé le Parti républicain sur la base d'une élection volée, savoir qui disait quoi. Il y avait aussi la guerre, l'intervention russe en Ukraine et l'intervention israélienne à Gaza, qui était, par exemple, l'intervention russe en Ukraine. On sait que Trump s'entend très bien avec Poutine. Les médias le lui reprochent. Il s'entend très bien avec Poutine. L'Ukraine était une base d'opération de ce que tu appelles l'État profond. C'est juste moi qui appelle ça. Tu n'as jamais dit ça de ta vie, toi. Il y avait des laboratoires biologiques qui menait des recherches sur des armes génétiques. C'est sorti par RFK Junior. Il a parlé des armes génétiques, c'est-à-dire que les armes qui attaquent, par exemple, juste les hommes slaves, etc. Donc, c'était au port de la Russie. Il fallait que et aussi l'État profond avait exfiltré, ça c'est encore une fois, c'est des coupures de journaux que j'ai montré, des journaux officiels, avait exfiltré les chefs de l'État islamique. Trump et Poutine avaient écrasé l'État islamique en Syrie, qui était l'armée de la CIA, et ils avaient exfiltré les chefs de l'État islamique, et où est-ce qu'ils les avaient envoyés? En Ukraine. Et là, il y a des chefs de l'État islamique qui se battaient aux côtés des forces ukrainiennes, etc., parce que c'est une base d'opération de l'État profond. D'où on peut partir la Troisième Guerre mondiale. Même chose avec la Corée. La Corée était une base d'opération, un rogue state, un État voyou, comme on appelle, là, qui lançait des missiles. D'où pouvait partir la Troisième Guerre mondiale. Même chose avec l'Ukraine, même chose avec la Syrie. Toutes ces zones de tension-là ont été apaisées par Trump. Mais c'est-à-dire qu'il fallait donc que la Russie rentre en Ukraine pour faire un certain nombre de choses. Mais tu ne peux pas avoir ça avec Trump à la présidence à cause de son image d'homme fort. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc, tu as besoin d'avoir un homme faible. Très faible, oui. Très faible. Qui fait rien. Et là, Trump a le loisir de le critiquer en disant « Ah, si j'avais été là, ça ne se serait jamais passé, etc. » Mais selon toi, c'est quand même lui qui tire les ficelles. Mais c'est lui qui tire les ficelles. Et j'ai expliqué, il y a un certain nombre de choses, et j'ai expliqué que la Troisième Guerre mondiale n'était pas possible parce que c'est Trump qui a nommé les généraux de l'OTAN en Europe. Je crois que c'est des hommes à Trump. Et donc, c'est tellement... Non, c'est ça, c'est un gros sujet. Puis, en tout cas, tu m'éclaires. Mais c'est ça, c'est parce que pour comprendre bien chacun de ces points-là, j'ai presque fait des web-journaux entiers avec des coupures de journaux, j'ai tout expliqué ça en détail. C'est pas de la fabulation, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, c'est ça, c'est parce que quelqu'un qui te connaît pas, écoute ce que tu dis, mettons vite de même, puis ferait « OK, il fabule ». Il fabule, c'est ça. Parce que c'est facile, parce que c'est tellement loin de notre réalité puis de notre narratif officiel. Tu sais, je te disais que j'avais comme une capacité de lecture rapide, là. Là, je t'ai expliqué ça comme en 30 secondes, là, genre... Mais c'est genre des heures et des heures et des heures. Mais c'est des heures et des heures, puis ça repose... Ça, c'est des points méthodiques de Radio-Québec, c'est-à-dire que je m'appuie toujours sur sur deux choses, sur des faits vérifiables et la logique. C'est-à-dire, je ne vais jamais publier quelque chose qui est pas vérifié. Je ne vais jamais dire, par exemple, là, il y a eu un raid à quelque part, un laboratoire d'adrénochrome, et puis, tu sais, non, mais on sait pas. On ne sait pas. Si je ne suis pas capable de montrer... Moi, j'utilise soit des vidéos de personnes qui disent des choses, puis là, tu veux dire, il a dit ça, puis là, donc ça veut dire que... Ou des coupures de journaux officiels, les journaux qu'on voit partout, là. Donc, puis je critique beaucoup ceux sur Internet qui font juste partager des affaires sans vérifier. Ça m'énerve. Mais il y en a beaucoup de ça aussi. C'est vrai qu'il y a de la fake news aussi. Je vais en parler dimanche prochain. Ben, dimanche dernier, j'en ai parlé dimanche dernier. Hier. Oui, c'est ça, elle va sortir lundi. Mais oui, c'est ça. Donc, un peu de rigueur dans l'analyse. Tu as beaucoup de rigueur, en fait. Mais j'essaie d'avoir le plus de rigueur possible, contrairement à ce que les gens essayent de présenter. Mais c'est ça, tout ça pour dire, c'est ça que la présidence de Joe Biden était nécessaire. Tu comprends? L'intervention russe en Ukraine n'était pas possible dans un mandat Trump. Et elle sera pas possible lorsque Trump revient au pouvoir non plus. Donc, il fallait que ça se passe entre les deux. C'est ce que Trump appelle la pause. Il a appelé ça comme ça. Il dit la pause. Puis il a rigolé. Il a dit genre, est-ce que c'est quand je vais être élu là, en 2024, est-ce que ça va être mon deuxième ou mon troisième mandat? Tu sais, puis il a dit ça publiquement. Il a dit ça publiquement. Okay. Puis il se promène aussi. Il fait des discours à partir du cartable présidentiel. Je vais t'envoyer les images. Je ne sais pas si tu peux comme coller des images. Il l'a montré. Il a pris son cartable. Il fait des discours, là, puis à partir d'un cartable. Et puis,
il lève le cartable comme ça pour faire un truc, puis il montre, c'est le logo du président des États-Unis. Et tu comprends qu'on que comprenne la sémiologie. il l'a remontré encore une fois, je pense qu'il y a 2 semaines, dans un événement, il marchait avec le logo du président des États-Unis. Il n'a jamais quitté la présidence. Ceux qui le détestent diraient que c'est juste parce qu'il n'a jamais pris d'avoir perdu l'élection puis qu'il fait juste continuer. Mais c'est parce qu'il peut aller en prison pour ça. Ah, pour vrai? Une mauvaise utilisation du logo du président des États-Unis, tu regarderas ça. Okay. Wrongful use of the logo of the president of the United States. Fait que s'il n'y avait plus, le camp adverse l'aurait utilisé contre lui. Bien oui, parce qu'il cherche n'importe quoi pour le discréditer. Pour le discréditer, l'envoyer en prison. Or, il n'y arrive pas. Et il est parti, on va faire... Mais non, mais c'est parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est ça l'affaire. Le problème avec souvent ce que je dis, ce que j'explique, c'est que ça prend... Ça a toujours l'air... Ça choque un peu le sens commun. Ouais. Et puis, mais sauf si on va dans les détails et on comprend, par exemple, les ordres exécutifs qu'il a signés, puis on voit que Joe Biden les aura signés, le plan de continuité de gouvernement, puis plus le point X, plus le point Y, plus... Parce que si on prend, par exemple, juste ce que je viens de dire dans ton show, la séquence est peut-être pas assez longue pour que les gens disent « Ouais... » Mais ça devrait piquer assez la curiosité pour qu'on ait envie d'en apprendre plus si on est ouvert d'esprit, du moins. C'est ça, mais c'est ça, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Il faut aller écouter tes shows, parce qu'ils sont quand même assez... tu fais des web journaux, t'es fait quand, C'est les dimanches à 17h17. OK, donc l'heure de Q. Le 17, pour ceux qui ne savent pas, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Un chiffre qu'on retrouve souvent dans les supporters de Trump. Alors, on parlera de Satan une autre fois parce que toi et moi, on a ça en commun de dénoncer la présence du satanisme dans l'industrie du divertissement et dans le monde. Puis ça revient aussi, les gens t'ont tapé sur les doigts pour en avoir parlé. Mais je veux qu'on finisse, on va finir là-dessus parce qu'on a pris beaucoup de temps. Selon toi, le seul scénario possible, c'est que Trump est réélu. C'est ça le scénario. Oui, parce que Trump contrôle l'ensemble du spectre politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des soubresauts. Des soubresauts. On espère qu'il y ait de la fraude parce que là, maintenant, ça va être le temps de les arrêter. Pourquoi la dernière fois, il n'est pas intervenu? Parce qu'il avait besoin de la période. Il avait besoin de Biden. Pour faire du ménage. Pour faire du ménage, pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas trop contesté. Mais là, il avertit tout le monde. Il avertit cette fois-ci. Là, vous allez en prison. Il a tweeté. Là, si vous fraudez, vous allez en prison, etc. Et donc, si ça se repasse, mais on souhaite que ça se passe justement pour qu'il y ait un ménage qui se fasse. Oui, je comprends. Mais en tout cas, mais c'est ça. À partir du moment où est-ce que tu comprends qu'il contrôle ses adversaires, il contrôle Joe Biden, et fort probablement Kamala Harris aussi, qui fait des choix politiques totalement désastreux, comme son vice-président, Tim Walz, qui était... Mais elle-même est un désastre. Il Elle-même, ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est ça. Alors qu'il y a des gens qui ont de la gueule aux États-Unis, à gauche, etc. Et donc, Trump contrôle ses adversaires. Trump, c'est dans la logique des fausses chicanes que je t'ai expliqué tout à l'heure, contrôle son opposition et il y a toujours... les choses sont toujours ficelées à l'avance avec Trump. C'est pour ça que les gens disent il va perdre, puis finalement, il gagne toujours. Il sort toujours gagnant parce que les trucs sont organisés et ficelé d'avance, puis après ça, c'est du théâtre, c'est comme à la lutte, il donne l'impression de perdre ou être en difficulté, puis finalement, la réalité sort, puis c'est lui qui gagne. C'est toujours comme ça, depuis 2016, c'est comme ça. Ça fait 8 ans que c'est comme ça, les médias n'ont rien appris, et puis ça va être exactement la même chose qui va se passer en 2024, là, dans un mois. Oui, dans un mois, en tout cas, à suivre. C'est sûr qu'on va suivre ça de près. Merci pour ton temps, merci d'être venu me visiter. On aurait pu en parler encore longtemps, j'aurais eu 100 000 autres questions, mais... c'est que tu nous ouvres un monde qui, pour bien des gens, c'est tout nouveau. Où c'est tellement d'informations à encaisser, à prendre, c'est pas possible à résumer non plus. C'est ça qui est... Non, mais je pense que tu l'as bien fait dans le sens que, tu sais, mon ami qui m'a convaincu que Trump n'était pas le monstre que les médias nous dépeignaient, il l'a fait en m'expliquant à gauche, à droite, des petites, tu plantes de l'information, puis ça fait son chemin. Je me suis mis à avoir une perception moins dans le jugement. Tu sais, j'ai enlevé mes lunettes de jugement au moins, puis j'ai fait « Ah, il est... Non, des fois, il dit des choses qui rejoignent certaines de mes croyances. Fait que je me suis nuancée dans ma position par rapport à Trump, mais je reste que je trouve que c'est un personnage qui, quand même, qui peut créer de la division, puis des fois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, souvent, en fait. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses, parce que c'est sûr qu'on va avoir... Ça va être spectaculaire. Parce que comme j'ai dit, je disais tout à l'heure, il a publié sa photo de Rocky qui frappe au 15e round. Et là, pourquoi les médias, on va finir là-dessus, pourquoi tous les médias disent il va être un dictateur, tout le monde le dit, il va arriver, il va demander à l'armée ou au département de la justice de faire ses affaires, de sa vengeance, etc. Parce qu'ils savent tous
qu'il a gardé toutes ses cartes. Ouais. Il a gardé toutes ses cartes. Il a gardé la carte Epstein. Avec la merde sur les politiciens, là, lui, il a les vidéos sur tout le monde. Ouais. La merde sur le 6 janvier, la merde sur l'élection volée, la merde sur la collusion avec la Russie, la tentative de destitution d'un président dûment élu, haute trahison. Hunter Biden aussi, je peux imaginer. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il a gardé toutes ses cartes et là, le camp adverse a bien la sensation que ça va éventuellement, s'il réussit à revenir, que ça va tout tomber d'un coup. En tout cas, ce serait le fun, parce que ça fait longtemps qu'on attend quelque chose de spectaculaire, puis il me semble que ça arrive jamais. On est dû pour les feux d'artifice. On serait dû pour des bons feux d'artifice, on le Achetez mérite. votre popcorn. Oui, c'est ça. Merci, Alexis. Merci. Là.